Nous n'avons qu'une seule chance et rien de plus, dit le médecin. Mais elle refusa d'être le souvenir d'une seule nuit. Elle rassembla le courage, le destin et 2 cœurs blessés, et transforma l'impossible en un amour véritable. Contrat de glace de Breuer. Chapitre 1. Le gouffre. Les vents cinglants de janvier à Megève châtiaient les fenêtres du petit appartement où Irène Lambert vivait depuis plus de 30 ans. À 62 ans, son visage gardait les marques d'une beauté simple que le temps n'avait pas réussi à effacer complètement, seulement à transformer. Des mains calleuses, celles de quelqu'un qui avait passé sa vie à servir les autres, organisaient méticuleusement les quelques médicaments sur la table de la cuisine, un pour la tension, un autre pour les douleurs articulaires, un troisième qui aidait à dormir les nuits, où les soucis pesaient plus lourd que les fines couvertures. Le petit commerce d'artisanat qu'elle tenait sous les arcades de la place centrale suffisait à peine à payer les factures, mais c'était assez pour une vie modeste et digne. Ou plutôt, ça l'était, jusqu'à l'appel téléphonique qu'elle avait reçu en cette matinée glaciale. La voix étranglée de l'infirmière à l'autre bout du fil fut comme un poignard. « Madame Irène ? Votre frère, Monsieur Sébastien, il a eu un accident de la route. Il est dans un état grave. » Le monde d'Irène s'effondra en quelques secondes. Sébastien, son frère cadet de seulement 2 ans, était le seul membre de sa famille qui lui restait. Après qu'ils eurent tous deux perdu leur conjoint, elle suite à un abandon inexpliqué, lui à une longue maladie, ils étaient devenus le soutien l'un de l'autre, même en habitant dans des villes différentes. « Combien de temps avant qu'ils ne se rétablissent ?» demanda Irène, la voix tremblante, tout en rajustant instinctivement ses cheveux grisonnants attachés en un simple chignon. Le silence à l'autre bout du fil en disait plus que n'importe quel mot. « Madame, il est dans le coma. Nous ne pouvons rien prédire. » Dans les semaines qui suivirent, la routine d'Irène se transforma en un cauchemar financier. L'hôpital de Lyon, où Sébastien était hospitalisé, consumait tout ce qu'elle avait économisé en des années de travail. Les voyages constants, les médicaments non couverts par l'assurance maladie de base, les nuits dans l'hôtel Bon Marché près de l'hôpital, tout cela vida rapidement ses économies. Irène tenta tout. Des prêts bancaires, l'aide de connaissances, et même la vente de son petit stock d'artisanat à des prix dérisoires. Mais la dette grandissait comme une avalanche, impitoyable et impossible à contenir. Ce fut lors d'une de ces nuits, assise dans la salle d'attente de l'hôpital, les yeux rouges d'avoir tant pleuré et le corps fatigué de tant lutter, qu'Irène le vit pour la première fois. Il entra dans la pièce comme une ombre imposante, grand, impeccablement vêtu d'un costume qui coûtait certainement plus que tout ce qu'elle possédait, les cheveux noirs bien coupés contrastant avec quelques mèches grises sur les tempes qui ne faisaient qu'accroître son aura d'autorité. Il marchait comme quelqu'un habitué à être obéi sans avoir besoin d'élever la voix. Même les médecins semblaient intimidés lorsqu'il s'approcha du bureau d'information. « Mon nom est Antoine Chevalier. Je cherche des informations sur le patient de la chambre 413. La chambre de Sébastien. » Irène se leva immédiatement, le cœur battant la chamade. Un instant, elle pensa qu'il s'agissait d'un médecin spécialiste qu'elle ne connaissait pas, quelqu'un qui pourrait apporter de l'espoir. Elle s'approcha d'un pas hésitant. « Vous êtes médecin, monsieur. La chambre 413 est celle de mon frère. » Quand il se retourna, Irène sentit l'impact de ses yeux, sombres, profonds, mais inexplicablement vides, comme s'ils observaient le monde à travers une barrière invisible. « Madame Irène Lambert, je présume ?» Quelque chose dans la manière dont il prononça son nom la fit frissonner. « Oui, c'est moi. Nous devons parler, en privé. » Sans attendre de réponse, il indiqua une petite salle de réunion vide au bout du couloir. Irène le suivit, intriguée et appréhensive. À l'intérieur de la salle, il ne s'assit pas, restant simplement debout, comme s'il ne voulait pas prolonger cette rencontre plus que nécessaire. « Mon nom est Antoine Chevalier, PDG du groupe Chevalier. Votre frère, Sébastien Lambert, était comptable à la filiale de Saint-Étienne. Je suis au courant de sa situation. » Irène cligna des yeux, confuse. « Sébastien travaillait pour vous? Il n'a jamais mentionné... » « Il y a beaucoup de choses que votre frère n'a pas mentionnées, madame. » La voix d'Antoine était contrôlée, sans inflexion. Comme le fait qu'il enquêtait sur certaines irrégularités dans nos livres de compte avant l'accident. Le sang d'Irène se glaça. Son Sébastien avait toujours été d'une honnêteté irréprochable.
Mon frère est un homme intègre, se défendit-elle instinctivement. Je n'ai pas dit le contraire. Antoine croisa les bras. En fait, c'est précisément pour cela que je suis ici. Votre frère a découvert un système de détournement qui durait depuis des années, à mon insu. Il préparait un rapport à me remettre en personne lorsqu'il a eu son accident. Irène sentit le monde tourner. L'accident, c'était un accident, compléta fermement Antoine. Nous ne sommes pas dans un feuilleton mélodramatique, Madame Lambert. La gendarmerie a confirmé qu'il s'agissait d'une défaillance mécanique du camion qui le précédait. D'une certaine manière, sa froideur la calma. Au moins, ce n'était pas ce qu'elle avait commencé à craindre. « Que voulez-vous de moi, alors ?» Antoine sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste et la posa sur la table entre eux. « Je suis disposé à prendre en charge toutes les dépenses médicales de votre frère, à le transférer dans le meilleur hôpital privé du pays, à faire venir des spécialistes de l'étranger si nécessaire. Je paierai vos dettes actuelles et je garantirai que vous n'aurez plus à vous soucier de l'argent pour le reste de votre vie. » Irène sentit son cœur s'emballer. C'était la solution à tous ses problèmes, servie sur un plateau par un inconnu. Mais des années de vie lui avaient appris que les miracles ont toujours un prix. Et que voulez-vous en échange? Un sourire minime, presque imperceptible, apparut au coin de ses lèvres. « Vous, comment ?» Irène recula d'un pas. « J'ai besoin d'une épouse, Madame Lambert, par contrat pour exactement 2 ans. » Le choc fut tel qu'Irène dut s'appuyer sur la table pour ne pas tomber. « Vous me proposez un mariage ?»« Un accord, » corrigea-t-il froidement. « Un mariage sur le papier, sans romantisme, sans intimité physique, sans sentimentalisme. Juste un contrat avec des clauses claires que nous devrons tous deux respecter. » « Mais pourquoi ? J'ai mes raisons, que je ne suis pas obligé de partager. Ce que je peux dire, c'est que j'ai besoin de paraître stable sur le plan familial devant mes actionnaires et partenaires commerciaux pendant cette période. Vous avez l'âge approprié, vous n'avez aucun engagement qui vous en empêche, et vous avez un besoin financier que je peux résoudre. » La proposition était si absurde qu'Irène faillit en rire. Un homme clairement puissant, qui pourrait avoir n'importe quelle femme jeune et éblouissante à ses pieds, proposant un mariage de convenance à une femme de 62 ans, sans attrait particulier autre que sa dignité. Pourquoi moi? Il doit y avoir des centaines de femmes prêtes à... Précisément parce que vous n'êtes pas comme ces femmes, l'interrompit-il. Je ne veux pas de complications romantiques. Je ne veux pas d'une jeune femme qui essaiera de me séduire ou tombera amoureuse. Je veux quelqu'un qui comprenne que c'est purement une affaire, et surtout quelqu'un qui sache suivre les règles. Il fit glisser l'enveloppe dans sa direction. Voici le contrat, je vous suggère de le lire attentivement. Je suis certain que vous trouverez les termes généreux. Vous avez jusqu'à demain pour décider. Sur ce, il se tourna pour partir. Sur le seuil, il s'arrêta un instant. Ah, et Madame Lambert? Indépendamment de votre décision, les dépenses de votre frère pour cette semaine sont déjà payées. Considérez cela comme un geste de bonne foi. Quand la porte se referma derrière lui, Irène s'effondra sur la chaise, tremblante. D'un doigt mal assuré, elle ouvrit l'enveloppe et commença à lire le contrat qui allait changer sa vie pour toujours. Chaque ligne que ses yeux parcouraient révélait davantage le gouffre dans lequel elle était sur le point de se jeter. Mais lorsque le téléphone sonna de nouveau et que l'infirmière l'informa que Sébastien devrait être transféré pour défaut de paiement, Irène sut qu'elle n'avait pas le choix. Le gouffre était déjà là, et elle devait sauter. Contrat de glace. Chapitre 2. La cérémonie de glace. Le matin de la cérémonie se leva dans un brouillard dense sur Lyon, comme si le ciel lui-même avait décidé de cacher ce qui allait se passer. Irène observait à travers la fenêtre de la voiture de fonction envoyée par Antoine les rues de la capitale des Gaules défiler comme une image floue. Elle portait un simple tailleur bleu marine, acheté à la hâte dans un grand magasin, la seule concession qu'elle avait réussi à arracher à Carla Moreau, l'assistante personnelle d'Antoine, qui avait insisté pour lui fournir une robe de haute couture. « Je ne suis pas une poupée à habiller », avait dit Irène avec fermeté. C'était sa petite victoire, un rappel pour elle-même que, même en signant ce contrat absurde, elle gardait encore un certain contrôle sur qui elle était. La mairie se trouvait dans le centre historique de la ville. Antoine l'y attendait déjà, accompagné seulement de son avocat et de Carla, qui lança un regard désapprobateur
à la tenue choisie par Irène. « Bonjour, Madame Lambert. » La voix d'Antoine était formelle, comme s'il recevait une cliente dans son bureau, et non la femme qui, en quelques minutes, deviendrait son épouse. « Je vois que vous êtes prête. »« Autant que je puisse l'être, » répondit Irène, essayant de garder sa dignité. « Sébastien a-t-il déjà été transféré ?»« Oui, comme convenu. Il est à l'hôpital de la Croix-Rousse sous les soins de l'équipe du docteur Paul Mercier, neurologue de renommée internationale. » Antoine consulta discrètement sa montre. « Pouvons-nous procéder ? J'ai une visioconférence avec des investisseurs asiatiques dans 2 heures. » La cérémonie, si on pouvait l'appeler ainsi, dura moins de 20 minutes. Des signatures sur des documents, aucun échange d'alliance, aucun baiser, pas même une poignée de main. L'officier d'état civil semblait légèrement déconcerté par l'extrême formalité, mais un regard d'Antoine suffit à faire taire tout commentaire. « Vous êtes désormais officiellement Irène Lambert-Chevalier », annonça l'avocat en rangeant les documents dans sa mallette. « Félicitations. » Personne ne sourit. Il n'y avait rien à célébrer. C'était un contrat, pas une union. Dans la voiture qui les menait vers ce qui serait sa nouvelle demeure, Antoine s'adressa enfin de nouveau à elle. « Carla vous expliquera toutes les règles de la maison. J'espère que vous vous adapterez rapidement. » « Des règles ?» Irène haussa un sourcil. « Le contrat n'en a-t-il pas déjà assez ?»« Le contrat couvre les généralités légales, Madame Chevalier. » La façon dont il prononça son nouveau nom de famille sonna étrangement formel. « Les règles de la maison sont plus spécifiques, des questions pratiques sur le fonctionnement de notre cohabitation. » Je vois. Elle ne voyait pas, en réalité, mais elle commençait à comprendre qu'elle était entrée dans un monde complètement différent du sien. Le monde d'Antoine Chevalier se révéla être un penthouse en triplex, dans le 6e arrondissement, le quartier le plus exclusif de Lyon, avec une vue panoramique sur le Rhône. L'appartement occupait les 3 derniers étages d'un immeuble ultramoderne de verre et d'acier, avec une sécurité maximale et une discrétion absolue. En entrant, Irène se sentit immédiatement déplacée. Tout était froid, anguleux, minimaliste, dans des tons de gris, de noir et de blanc. Même les œuvres d'art hors de prix sur les murs ne parvenaient pas à réchauffer l'atmosphère. « Voici votre chambre », indiqua Carla, la conduisant à une suite au 2e étage du penthouse. Elle était spacieuse, impersonnellement élégante, comme une chambre d'hôtel 5 étoiles. Monsieur Chevalier occupe la suite principale à l'étage supérieur. Vous ne partagerez pas d'espace privé. Irène hocha la tête, secrètement soulagée. Votre garde-robe a été entièrement renouvelée, poursuivit Carla, ouvrant les portes d'un dressing plus grand que tout l'appartement où Irène avait vécu à Megève. Des rangées de vêtements avec des étiquettes de créateurs célèbres, des chaussures, des sacs, des accessoires. Tout avait été choisi sans la moindre consultation de ses goûts ou de ses préférences. « Il ne fallait pas tout ça », murmura Irène, touchant le tissu fin d'une robe qui coûtait probablement plus que son ancien loyer annuel. « Monsieur Chevalier exige que son épouse s'habille de manière appropriée à sa position sociale, » répondit Carla mécaniquement. « Maintenant, les règles. » La liste était longue et détaillée. Des horaires spécifiques pour les repas, qui seraient toujours servis par le personnel de maison, des protocoles pour les visites, des sujets de conversation autorisés et interdits, et même des instructions sur la manière de s'adresser à Antoine dans différents contextes sociaux. « Je ne peux même pas choisir ce que je mange », demanda Irène incrédule. Martine, la gouvernante, prépare les menus hebdomadaires en suivant les recommandations nutritionnelles du docteur Fournier, le médecin personnel de Monsieur Chevalier. Naturellement, vos préférences seront prises en compte dans les limites des restrictions établies. « Naturellement », répéta Irène avec une légère pointe d'ironie que Carla feignit de ne pas remarquer. « Vous aurez des cours de maintien 3 fois par semaine, avec Madame Constance Olivier, spécialiste du protocole international. Il commence demain à 10 heures. Des cours de maintien, j'ai 62 ans, je ne suis pas une débutante. » Le regard de Carla était un mélange de pitié et de dédain. Monsieur Chevalier fréquente les plus hauts cercles sociaux et d'affaires. Son épouse doit être à la hauteur. Avant qu'Irène ne puisse protester à nouveau, le téléphone de Carla sonna. Après une brève conversation, l'assistante informa « Monsieur Chevalier vous invite à dîner ce soir, à 20 heures. Il est important que vous soyez ponctuel. »« M'invite ? Je pensais que nous vivions ensemble maintenant. » Monsieur Chevalier attache de l'importance à la formalité, madame.
Je vous suggère de vous y habituer. Quand Carla sortit enfin, Irène s'effondra sur le lit impeccablement fait et s'autorisa, pour la première fois depuis qu'elle avait signé ce contrat absurde, quelques larmes silencieuses. Qu'avait-elle fait? Comment survivrait-elle 2 ans dans cette prison dorée, soumise à des règles qui semblaient conçues pour anéantir son identité? Mais elle se souvint alors de Sébastien, luttant pour sa vie dans un hôpital de luxe, recevant le meilleur traitement possible grâce à cet accord. Elle se souvint des dettes qui l'étouffaient, maintenant toutes payées. Elle se souvint de l'alternative, la ruine complète. Avec un profond soupir, elle sécha ses larmes. Elle se leva, se dirigea vers l'immense dressing et commença à examiner les vêtements. Si elle devait dîner avec son mari de contrat, au moins choisirait-elle quelque chose qui la ferait se sentir un peu plus elle-même. Le dîner fut servi ponctuellement à 20 h dans la salle à manger formelle, une longue table en bois sombre où Antoine et Irène s'assirent aux extrémités opposées comme des rois ennemis de royaumes lointains. La nourriture était impeccable, mais sans âme. Des plats techniquement parfaits qui semblaient sortis d'un magazine de gastronomie, mais qui n'évoquaient aucun plaisir réel à la dégustation. La conversation était tout aussi aride. Antoine posait des questions protocolaires sur son adaptation, si la chambre était convenable, si elle avait besoin de quelque chose. Irène répondait par des phrases courtes, consciente du regard attentif de la gouvernante qui servait les plats. « Demain, il y aura un cocktail à la chambre de commerce », informa Antoine entre 2 bouchées précises d'un filet de poisson. « Ce sera notre première apparition publique en tant que couple. Carla a déjà prévu une robe appropriée et vous donnera toutes les instructions nécessaires. » « Des instructions ?» Irène posa sa fourchette. « Sur les personnes présentes, les sujets de conversation appropriés, comment se comporter. »« Je sais me comporter en public depuis avant votre naissance, » rétorqua Irène, sentant une étincelle d'irritation percer sa façade, de résignation. Antoine leva les yeux pour la première fois depuis le début du dîner. Son regard était froid, mais Irène y perçut une lueur de quelque chose qui pourrait être de la surprise. « Sans aucun doute, Madame Chevalier, mais le monde dans lequel vous entrez a des règles spécifiques. Je ne voudrais pas vous voir mal à l'aise. » Le malaise est déjà implicite dans cet arrangement, Monsieur Chevalier. Un silence tendu s'ensuivit. La gouvernante sembla se figer sur place, comme si elle craignait d'être touchée par la glace qui émanait entre eux deux. « Martine, » dit Antoine sans quitter Irène des yeux, « vous pouvez vous retirer. Nous nous servirons le dessert nous-mêmes. » Quand ils furent seuls, Antoine se pencha légèrement en avant. « Madame Chevalier, soyons clairs, cet arrangement fonctionnera mieux si vous vous contentez de suivre les règles établies. Je ne demande pas votre avis, seulement votre coopération. » « Et je ne remets pas en question les règles, Monsieur Chevalier, » répondit calmement Irène. « Je fais simplement observer que j'ai assez d'expérience de la vie pour savoir comment me comporter en public sans un manuel d'instruction. » Quelque chose sembla passer sur son visage, un éclair d'émotion rapidement réprimé, comme une flamme que l'on tente d'étouffer. « Vous devez comprendre une chose, » dit-il, la voix encore plus contrôlée qu'auparavant. « Dans mon monde, les gens sont constamment jugés. Chaque geste, chaque mot, chaque choix vestimentaire communique quelque chose. Rien n'est laissé au hasard. C'est ainsi que j'ai bâti ma réputation, et c'est ainsi que je la maintiendrai. Et je ne suis qu'une pièce de plus dans ce jeu soigneusement construit, » conclut Irène. Précisément. Sa franchise était presque rafraîchissante dans sa cruauté. « En tant que tel, j'attends que vous jouiez votre rôle comme convenu. Je le jouerai, Monsieur Chevalier. Après tout, un contrat est un contrat. » Il parut satisfait de la réponse et retourna à son repas. Irène l'observa attentivement, remarquant comment chacun de ses mouvements était calculé, chaque expression contrôlée. C'était comme regarder une machine parfaitement programmée, efficace, précise, mais complètement dépourvue de chaleur humaine. Le reste du dîner se déroula en silence. À la fin, Antoine se leva formellement. « Bonne nuit, Madame Chevalier. J'espère vous voir prête à 19 h demain pour le cocktail. »« Je serai prête, » confirma Irène. Quand il se retira, Irène resta assise quelques minutes, contemplant l'étrangeté de cette situation. Elle avait signé un contrat pour épouser un homme qui voyait clairement les relations humaines comme des transactions commerciales, qui la voyait comme un objet, une acquisition temporaire à des fins spécifiques. Et pourtant, quelque chose en lui l'intriguait. Derrière cette façade parfaitement contrôlée,
Elle avait entrevu, l'espace d'une seconde, une faille, un moment de surprise réelle lorsqu'elle l'avait défié. Comme si, derrière la glace, il y avait autre chose. En montant dans sa chambre, Irène pensa au long chemin qui l'attendait. 2 ans semblaient une éternité. Mais d'une certaine manière, le bref instant où elle avait vu le masque d'Antoine vaciller lui avait donné un sentiment de pouvoir inattendu. Peut-être, juste peut-être, les règles de ce jeu n'étaient-elles pas aussi rigides qu'il voulait le faire paraître. Contrat de glace. Grès. Chapitre 3. Le premier défi. Le salon de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon resplendissait de l'élite économique et politique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les cristaux scintillaient sous les lustres imposants. Le murmure de conversations sophistiquées se mêlait aux notes douces d'un quatuor à cordes et l'arôme de canapés gastronomiques flottait parmi les invités impeccablement vêtus. Irène, portant une longue robe vert émeraude qui mettait ses yeux en valeur, se tenait aux côtés d'Antoine pendant qu'il discutait avec un sénateur. La robe, choisie par Carla, était élégante et discrète, parfaitement appropriée pour une femme de son âge et de sa position. Mais Irène avait mené sa petite rébellion. Elle portait un collier de nacre ayant appartenu à sa mère, le seul bijou personnel qu'elle avait apporté de Mégève, au lieu des perles hors de prix qui lui avaient été suggérées. « Et voici votre épouse, j'imagine », commenta le sénateur en se tournant vers elle avec un sourire cordial. « On a entendu tant de rumeurs sur ce mariage soudain, chevalier. Vous avez bien gardé le secret. »« Irène préfère la discrétion, » répondit doucement Antoine, posant une main dans son dos. Le premier contact physique entre eux depuis la signature du contrat. « N'est-ce pas, ma chérie ?» La formalité avec laquelle il prononça ce terme affectueux sonna faux, même aux oreilles du sénateur qui haussa légèrement les sourcils. « Certainement, » acquiesça Irène avec un sourire poli. « J'ai toujours cru que le vrai bonheur n'a pas besoin de faire les gros titres. » Antoine lui lança un regard rapide, comme s'il ne s'attendait pas à une réponse aussi désinvolte. « Et comment vous êtes-vous rencontrés ?» demanda l'épouse du sénateur, une femme d'âge mûr au visage excessivement retouché par la chirurgie. « Ce doit être une histoire charmante. » Il y eut un moment de tension presque imperceptible. Irène réalisa que, étonnamment, il n'avait pas répété cette partie évidente. En fait, Irène prit l'initiative avant qu'Antoine ne puisse répondre. « Nous nous sommes rencontrés grâce à mon frère qui travaillait pour le groupe Chevalier. » L'expression d'Antoine resta neutre, mais Irène sentit ses doigts presser légèrement son dos, un avertissement silencieux. « Sébastien est en arrêt temporaire pour des raisons de santé, » continua-t-elle, gardant son sang-froid. « C'est lors d'une de mes visites à l'hôpital qu'Antoine et moi nous sommes rencontrés. Parfois, le destin agit de manière mystérieuse. » L'explication, simple et assez proche de la vérité, sembla satisfaire le couple. « Que c'est romantique !» soupira l'épouse du sénateur, ne remarquant apparemment pas l'ironie. « Trouvez l'amour dans les moments difficiles. » « Si vous nous excusez, » intervint doucement Antoine, « je dois présenter mon épouse à quelques partenaires d'affaires. » Alors qu'il s'éloignait, il se pencha pour murmurer à l'oreille d'Irène. « Nous n'avions pas convenu de cette version. »« Nous n'avions convenu d'aucune version, » rétorqua-t-elle à voix basse. « Ou auriez-vous préféré que je dise la vérité? Que vous m'avez acheté pour 2 ans afin de sauver votre précieux empire d'apparence ?» Pendant un instant, Irène vit quelque chose scintiller dans les yeux d'Antoine, de la colère, de la surprise, ou peut-être une reconnaissance réticente qu'elle avait raison. « Votre histoire fonctionne, » concéda-t-il finalement. « Gardons-la. » Le reste de la soirée suivit un schéma similaire. Antoine la présentait à des personnes importantes, gardait une main formellement posée dans son dos, souriait aux moments appropriés. Irène répondait aux questions par des phrases soigneusement construites, évitant de trop en révéler sur elle-même tout en observant les dynamiques sociales autour d'elle. Ce fut lors d'une brève pause, alors qu'Antoine s'était éloigné pour discuter avec un groupe de cadres, qu'Irène se retrouva seule près du bar. Une femme élégante, d'une 40aine d'années, s'approcha, commandant une coupe de champagne. « J'ai enfin réussi à vous trouver sans votre chien de garde, » dit l'inconnu, avec un sourire énigmatique. « Je suis Juliette Dubois, directrice financière du groupe Chevalier. » Irène accepta la main tendue, surprise par cette approche directe. « Ravi de vous connaître, Madame Dubois. »« Juliette, s'il vous plaît, je pense que nous devrions être amis, »
vu les circonstances. Il y avait quelque chose dans le ton de la femme qui mit immédiatement Irène sur ses gardes. Quelles circonstances seraient-ce? Juliette but une gorgée de son champagne, observant Irène par-dessus le bord de sa coupe. Disons que je connais Antoine depuis assez longtemps pour savoir quand quelque chose n'est pas conventionnel. Elle fit une pause calculée. Comme un mariage soudain avec quelqu'un de complètement en dehors de son cercle habituel. L'amour est imprévisible, répondit calmement Irène, maintenant la façade. Juliette rit, un son mélodieux mais sans joie. L'amour? Antoine? Elle secoua la tête. Ma chère, cet homme a transformé son cœur en une feuille de calcul Excel il y a bien longtemps. Avant qu'Irène ne puisse répondre, Juliette continua en baissant la voix. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas ici pour exposer votre secret, quel qu'il soit. Je veux juste que vous sachiez que tout le monde dans cette entreprise n'est pas comme lui. Si vous avez besoin d'une alliée ou simplement de quelqu'un pour prendre un café et parler d'autre chose que d'acquisition et de fusion, je suis à votre disposition. Elle tendit discrètement une carte à Irène. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda Irène en rangeant la carte. Le regard de Juliette devint momentanément lointain. « Disons que j'ai déjà vu ce qui se passe quand Antoine décide qu'il a besoin de quelqu'un pour un rôle spécifique dans sa vie. » Elle sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Je suis curieuse de voir comment vous vous en sortirez. » Avant qu'elle ne puisse poursuivre la conversation, Antoine se matérialisa à leur côté, comme s'il avait un radar pour détecter les complications possibles. « Juliette, » salua-t-il d'un signe de tête, « je vois que vous avez déjà rencontré mon épouse. » « Nous avions une conversation adorable, » confirma Juliette, avec une douceur exagérée. « Votre épouse est charmante, Antoine, tellement authentique. » La façon dont elle accentua le dernier mot fit comprendre à Irène que Juliette en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. « Si vous nous excusez... » Antoine posa de nouveau la main dans le dos d'Irène, mais cette fois le contact semblait plus possessif. « Nous devons saluer le préfet avant de partir. » Juliette se pencha pour embrasser la joue d'Irène en guise d'adieu. « N'oubliez pas mon offre, » murmura-t-elle, « un café un de ces jours. » Pendant le trajet de retour, au Penthouse, Antoine resta silencieux, répondant à des emails sur son téléphone. Ce n'est que lorsque l'ascenseur privé les emmena à l'appartement qu'il parla enfin. « Je vois que vous avez rencontré Juliette. »« Oui, elle m'a semblé sympathique, » répondit prudemment Irène. Juliette est brillante dans son travail, mais elle a l'habitude de se mêler d'affaires qui ne la regardent pas, commenta-t-il sans lever les yeux de son téléphone. Je vous suggère la prudence. Vous me dites avec qui je peux ou ne peux pas parler maintenant. Irène ne put contenir l'irritation dans sa voix. Enfin, Antoine rangea son téléphone et la regarda. Je ne fais que vous conseiller sur les complexités de l'environnement dans lequel vous êtes maintenant insérée, Madame Chevalier. Arrêtez de m'appeler comme ça. Il haussa un sourcil. « Comment préférez-vous que je vous appelle? Nous avons un contrat, pas une relation. »« Irène, mon nom est Irène. Madame Chevalier me fait sentir comme une propriété. » Quelque chose de semblable à de la surprise passa sur son visage. « Très bien. Irène. » La façon dont il prononça son nom, hésitante, comme s'il testait le son dans sa propre voix, créa une étrange intimité dans l'espace confiné de l'ascenseur. Quand ils arrivèrent à l'appartement, Antoine se dirigea vers son bureau sans un mot de plus. Irène alla dans sa chambre, retira soigneusement la robe coûteuse et les bijoux prêtés, et s'assit sur le bord du lit, réfléchissant à cette étrange soirée. Les mots de Juliette résonnaient dans son esprit. J'ai déjà vu ce qui se passe quand Antoine décide qu'il a besoin de quelqu'un. Que voulait-elle dire exactement? Y avait-il eu d'autres contrats avant? Et pourquoi Antoine avait-il semblé si perturbé de les voir discuter? Le lendemain, Irène se réveilla avec une nouvelle détermination. Si tel devait être son monde pour les 2 prochaines années, elle devait en comprendre les vraies règles, pas seulement celles imprimées sur le contrat. Et pour cela, elle devait mieux connaître l'homme qu'elle avait épousé. L'occasion se présenta de manière inattendue lors du dîner de ce soir-là. Contre toutes les habitudes établies, Antoine annonça qu'ils dîneraient à nouveau ensemble. « J'ai reçu des commentaires positifs sur notre apparition d'hier soir », informa-t-il, pendant que Martine servait une entrée de coquille Saint-Jacques. « Votre performance était adéquate. »« Performance »
répéta Irène, coupant un minuscule morceau de la coquille parfaitement cuite. C'est comme ça que vous voyez tout dans la vie, comme une performance? Quelque chose d'imperceptible changea dans la posture d'Antoine. La vie est une série de rôles que nous jouons, Mad, Irène, certains que nous choisissons, d'autres qui nous sont imposés par les circonstances. Et quel rôle jouez-vous en ce moment? Demanda-t-elle, le regardant droit dans les yeux. Celui d'un homme d'affaires protégeant ses intérêts. C'est tout? Pour la première fois depuis qu'elle l'avait connu, Irène vit une hésitation sincère sur le visage d'Antoine. Que serait-ce d'autre? Je ne sais pas. Un homme qui cache quelque chose, peut-être? Juliette a semblé l'insinuer. Le changement fut instantané. Les yeux d'Antoine devinrent 2 blocs de glace. Sa mâchoire se crispa. Juliette devrait se concentrer sur son travail et non sur des ragots infondés, coupa-t-il sèchement. Alors ils sont infondés? Ce n'est pas la première fois que vous faites ce genre d'arrangement? Antoine posa ses couverts avec une précision militaire. Madame Lambert, permettez-moi de vous rappeler une clause spécifique de notre contrat. Les questions concernant ma vie privée antérieure à notre accord sont expressément hors des limites de notre interaction. Je vous suggère de vous en tenir aux règles que vous avez accepté de suivre. La froideur calculée avec laquelle il récita ces mots, la façon dont il recommença délibérément à l'appeler par son nom de jeune fille, comme une réprimande, éveilla en Irène une étincelle d'indignation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Les règles », dit-elle calmement en posant sa serviette sur la table. « Toujours les règles. Vous deviez être un enfant insupportable, Antoine Chevalier, à compter les grains de riz dans votre assiette et à vous plaindre si l'un d'eux était de travers. » La provocation enfantine lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir, et Irène le regretta immédiatement. Elle s'attendait à une explosion de colère, à une menace de rupture du contrat. Au lieu de cela, à sa grande surprise, un éclair de quelque chose qui ressemblait à de l'amusement traversa son visage. « En fait, répondit-il avec un calme déconcertant, j'organisais mes jouets par taille, couleur et fonction. Et oui, je me plaignais si quelqu'un les dérangeait. » Pendant un bref instant, la glace fondit et Irène entrevit l'homme derrière la façade corporative, un garçon obsessionnel, probablement solitaire, cherchant le contrôle là où il pouvait le trouver. C'est à ce moment, en voyant cette vulnérabilité momentanée, qu'Irène prit une décision qui allait tout changer. Dans un geste calculé, sans préméditation, elle tendit la main sur la table et la posa sur la sienne. C'était la première fois qu'elle le touchait volontairement. Antoine regarda sa main comme si c'était un objet extraterrestre. Il ne la retira pas, mais tout son corps sembla se figer. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-il, la voix soudainement rauque. « Je brise une règle » répondit simplement Irène, « pour voir ce qui se passe. » Ses yeux se plissèrent, l'étudiant comme s'il essayait de déchiffrer un code complexe. « Cela ne fait pas partie du contrat. »« Non » acquiesça-t-elle, sans retirer sa main. « Ça n'en fait pas partie. » Pendant un long moment, ils restèrent ainsi, une connexion fragile à travers ce simple contact, un défi silencieux flottant entre eux. Finalement, Antoine retira lentement sa main, non pas avec répulsion, mais avec une délibération réfléchie. « Martine, » appela-t-il sans quitter Irène des yeux, « vous pouvez servir le dessert. » Cette nuit-là, Irène s'allongea dans son lit luxueux en réfléchissant au moment du dîner. Elle avait pris un grand risque avec ce geste impulsif. Elle aurait pu irriter Antoine au point qu'il repense tout l'accord, mettant en péril le traitement de Sébastien. Mais quelque chose d'instinctif lui disait qu'elle avait fait le bon choix. Au bref moment où leurs mains s'étaient touchées, elle avait vu ce que Juliette avait peut-être aussi perçu, que derrière l'homme de glace se cachait un autre homme. Un homme peut-être aussi prisonnier qu'elle, mais dans une cage différente. Et en s'endormant, Irène sourit en pensant que, de tous les rôles qu'elle pourrait jouer dans cet étrange théâtre, le plus intéressant serait peut-être celui de la femme qui avait décidé de dégeler le cœur d'Antoine Chevalier, non par amour ou par obligation, mais pour le simple plaisir de prouver qu'elle le pouvait. Contrat de glace. Chapitre 4. Secret dans les pages. Les jours se transformèrent en semaines, et les bébés semaines en mois. Mars arriva à Lyon, apportant les premiers signes du printemps, mais à l'intérieur du penthouse d'Antoine Chevalier, le climat restait inchangé, une froideur contrôlée constante qui ne montrait que de temps à autre des signes de dégel.
Après l'épisode du contact pendant le dîner, un changement subtil s'était produit dans la dynamique entre Irène et Antoine. Il avait commencé à l'éviter systématiquement, surchargeant son emploi du temps déjà bien rempli avec des réunions tardives, des voyages d'affaires et des dîners d'entreprise. Les rares moments où il se retrouvait pour les repas prévus étaient remplis de conversations superficielles sur la météo ou les nouvelles économiques. Irène, de son côté, avait établi sa propre routine. Les cours de maintien avec Madame Olivier se révélèrent étonnamment intéressants, non pas pour les règles de comportement en elles-mêmes, mais pour les histoires que la professeure partageait sur l'élite lyonnaise. Irène se découvrit une observatrice astucieuse de la nature humaine, absorbant des détails et des nuances que d'autres ignoraient. 3 fois par semaine, elle rendait visite à Sébastien à l'hôpital. Son frère restait dans le coma, mais les médecins notaient de petits signes d'amélioration dans son activité cérébrale. Pendant ces visites, Irène lui lisait des histoires, lui racontait sa journée, en omettant les détails les plus compliqués de son accord matrimonial, et parfois lui tenait simplement la main en silence, trouvant dans ce contact un ancrage pour sa propre santé mentale. Un matin particulièrement agréable, alors qu'Antoine était à Paris pour des réunions, Martine s'approcha timidement d'Irène pendant le petit déjeuner. « Madame Chevalier, pourriez-vous vérifier quelque chose pour moi dans la bibliothèque? J'ai remarqué une petite infiltration près de l'étagère est, mais mon dos ne me permet pas de déplacer les livres pour mieux investiguer. » Irène accepta volontiers, contente, de l'occasion d'explorer une partie de la maison qu'elle ne connaissait pas encore bien. La bibliothèque occupait un espace considérable au premier étage, avec des étagères du sol au plafond remplies de volumes reliés en cuir, de premières éditions rares et de publications techniques sur l'économie et la gestion. Suivant les instructions de Martine, Irène se dirigea vers l'étagère indiquée et commença à retirer soigneusement quelques livres pour vérifier le mur derrière. Elle ne trouva aucun signe d'humidité, mais en replaçant les volumes, l'un d'eux glissa de ses mains et tomba, révélant derrière la rangée un carnet caché. Intriguée, Irène n'hésita qu'un instant avant de le prendre. C'était un simple carnet à couverture noire, sans identification extérieure. Se sentant comme une intruse, mais incapable de contenir sa curiosité, elle l'ouvrit. Les premières pages contenaient des notes apparemment aléatoires, des dates, des initiales, des références à des réunions. L'écriture était indubitablement celle d'Antoine, mais différente de la signature ferme et confiante qu'elle connaissait. Ces notes semblaient plus frénétiques, presque obsessionnelles, avec des mots soulignés plusieurs fois et des marges remplies d'observations. En tournant les pages, Irène trouva un nom qui se répétait, Hélène. Parfois il apparaissait seul, d'autres fois violemment barré, occasionnellement accompagné de phrases comme « où » ou « pourquoi ». Le cœur d'Irène s'accéléra. Qui était Hélène? Et pourquoi son nom provoquait-il une telle réaction chez Antoine? Continuant à feuilleter le carnet, elle arriva à une page qui la figea. Là, écrit en lettres capitales et souligné plusieurs fois, « Si je disparais, ce n'était pas un accident. » La phrase était suivie d'une série de chiffres et de ce qui semblait être des coordonnées. « Madame Chevalier !» La voix de Martine fit presque sursauter Irène. Rapidement, elle replaça le carnet où elle l'avait trouvé, arrangea les livres devant et répondit « Je n'ai trouvé aucune infiltration, Martine. Ce devait être juste un reflet de la lumière. » La gouvernante parut soulagée. « Tant mieux. Je m'inquiète pour les livres de Monsieur Chevalier. Il est très particulier avec ses collections. »« Je peux l'imaginer, » répondit Irène, essayant de garder une voix calme alors que son esprit bouillonnait de questions. Pendant des jours, le contenu du carnet tourmenta Irène. La tentation de retourner à la bibliothèque et d'enquêter davantage était presque irrésistible, mais le risque d'être découverte l'en empêchait. À la place, elle commença à prêter une attention renouvelée à tout ce qui l'entourait, cherchant des indices sur la mystérieuse Hélène. L'occasion se présenta lorsque Juliette Dubois téléphona, l'invitant pour le café qu'elles avaient mentionné des mois auparavant. Antoine était de nouveau en voyage, cette fois à l'étranger, alors Irène accepta promptement. Elles se retrouvèrent dans un charmant café du quartier de la Croix-Rousse, assez loin du siège du groupe Chevalier pour éviter les rencontres fortuites avec d'autres employés. « J'avoue que j'ai été surprise quand vous avez accepté mon invitation, » commenta Juliette. Après avoir commandé,
J'imaginais qu'Antoine vous avait déjà implanté une puce de suivi. Irène sourit. Peut-être a-t-il essayé, mais j'arrive encore à lui fausser compagnie de temps en temps. Juliette l'étudia avec un intérêt renouvelé. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, Irène. La plupart des gens qu'Antoine fait entrer dans sa vie se moulent rapidement à la forme qu'il leur impose. J'ai 62 ans, Juliette. Je suis trop vieille pour être moulée. Elles rirent. Et pendant un moment, Irène sentit le plaisir simple d'une conversation authentique, quelque chose qui était devenu rare dans sa nouvelle vie. Après quelques minutes de conversation informelle, Irène décida de prendre un risque. « Juliette, connaissez-vous quelqu'un du nom d'Hélène » L'effet fut immédiat. Le sourire de Juliette disparut, et elle regarda rapidement autour d'elle comme pour vérifier si quelqu'un pouvait les entendre. « Où avez-vous entendu ce nom » demanda-t-elle à voix basse. « Alors, vous la connaissez ?» Juliette prit une longue gorgée de son café avant de répondre. « Hélène Vasseur, c'était la fiancée d'Antoine, il y a environ 3 ans. » « Fiancée ?» Irène ne put cacher sa surprise. Que s'est-il passé? Officiellement, elle a rompu brusquement la relation et a déménagé à l'étranger. Juliette fit une pause significative. Officieusement, personne ne sait vraiment. Un jour, elle était là, planifiant le mariage, et le lendemain, elle avait disparu. Antoine a dit qu'elle avait eu une opportunité de travail immanquable à Londres et qu'elle avait décidé de donner la priorité à sa carrière. Vous n'y croyez pas. Je ne connaissais pas si bien Hélène, mais le peu que j'ai passé avec elle m'a montré une femme passionnée par Antoine. Ça n'avait aucun sens qu'elle parte simplement sans explication. Irène sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale en se souvenant de la phrase dans le carnet. « Si je disparais, ce n'était pas un accident. » « Vous pensez qu'il s'est passé quelque chose de suspect ?» Juliette soupira profondément. « Je n'insinue rien de criminel, si c'est ce que vous pensez. Antoine peut être beaucoup de choses, mais il n'est pas violent. Ce que je sais, c'est qu'après la disparition d'Hélène, il a changé. Il est devenu encore plus contrôlant, plus isolé. Et puis, moins d'1 an plus tard, il a tenté un arrangement similaire à celui que vous avez. Avec une autre femme ? Irène sentit une pointe inattendue de quelque chose qu'elle refusa de reconnaître comme de la jalousie. Oui, une veuve, relativement jeune, ayant désespérément besoin d'argent pour soigner son fils malade. Juliette fit une pause. Ça n'a même pas duré 3 mois. Antoine a rompu le contrat, a payé une indemnité généreuse et l'a renvoyé. Pourquoi ? Personne ne sait vraiment. Les rumeurs dans l'entreprise allaient de « elle a essayé ». De le séduire à « elle a découvert quelque chose de compromettant ». Le fait est qu'après ça, Antoine a juré qu'il ne s'engagerait plus jamais avec personne. Juliette regarda directement Irène, jusqu'à ce que vous apparaissiez. Les implications de cette conversation pesèrent sur Irène pendant tout le trajet du retour. Il y avait plus dans l'histoire d'Antoine qu'un simple homme d'affaires obsédé par le contrôle et les apparences. Il y avait de la douleur, du mystère et peut-être du danger. En arrivant au Penthouse, elle fut accueillie par une Martine visiblement nerveuse. « Madame Chevalier, Monsieur Antoine est rentré plus tôt de son voyage. Il vous demande. » Irène trouva Antoine dans son bureau, debout près de la fenêtre, contemplant la vue sur le Rhône. Il ne se retourna pas quand elle entra, mais sa posture rigide trahissait sa conscience de sa présence. « Où étiez-vous » demanda-t-il, la voix contrôlée, mais avec une tension sous-jacente. « Je prenais un café avec une amie. Juliette Dubois n'est pas votre amie. » Il se retourna enfin, et Irène fut surprise par l'intensité de son regard. « C'est une subordonnée curieuse qui devrait se concentrer sur son travail. Comment saviez-vous que c'était elle ? J'ai des ressources, Irène, et des responsabilités envers votre sécurité. » L'insinuation qu'elle était surveillée l'irrita profondément. « Ma sécurité ou votre contrôle ? Je ne suis pas une prisonnière, Antoine. Notre contrat ne mentionne pas que j'ai besoin de permission pour prendre un café. » Il ne s'agit pas du café. Il s'agit de ce qui a été discuté pendant. Le cœur d'Irène s'accéléra. Le savait-il ? Comment pouvait-il savoir ? J'ai été clair sur les règles dès le début, continua Antoine en s'approchant. La vie privée antérieure à notre accord n'est pas un sujet de discussion, surtout avec des employés de l'entreprise. Irène releva le menton, refusant d'être intimidée. Peut-être auriez-vous dû être plus précis dans votre contrat méticuleux alors, parce que, pour autant que je sache,
Parler aux gens et poser des questions ne viole aucune clause. Quelque chose de dangereux scintilla dans ses yeux. Un instant, Irène pensa qu'il allait perdre le contrôle, crier ou menacer. Au lieu de cela, sa voix devint encore plus basse et contrôlée. « Qu'est-ce que Juliette vous a raconté exactement sur Hélène ?» Le nom prononcé pour la première fois par ses lèvres semblait chargé d'émotions contenues. Assez pour que je sache qu'il y a plus dans cette histoire qu'un homme d'affaires essayant de maintenir les apparences. « Vous ne savez rien, » dit-il en se retournant brusquement et en retournant vers la fenêtre. « Et je vous suggère de rester ainsi, pour votre propre bien. » La menace voilée ne passa pas inaperçue, mais au lieu de la peur, Irène sentit une détermination croissante. Cet homme, avec ses secrets et ses murs de glace, ne l'intimiderait pas. « Vous savez quel est votre problème, Antoine ?» demanda-t-elle en s'approchant de lui. « Vous êtes tellement habitué à tout contrôler et à contrôler tout le monde que vous avez oublié ce que c'est d'être humain. Peut-être qu'Hélène l'a réalisé aussi. » Il se retourna si rapidement qu'Irène faillit reculer d'un pas. « Presque. Ne parlez pas d'elle. Vous n'avez aucune idée. Vous ne savez rien de moi, d'elle ou de ce qui s'est passé. » Sa voix tremblait légèrement, la première véritable faille qu'elle ait jamais vue dans son comportement toujours impeccable. « Alors racontez-moi, » défia doucement Irène. « Qu'est-il arrivé à Hélène, Antoine ?» Pendant un moment, il sembla qu'il pourrait réellement répondre. Quelque chose de vulnérable traversa son visage, une douleur si profonde qu'Irène se sentit pousser à tendre la main vers lui. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, le masque revint et Antoine redressa les épaules. « J'ai une visioconférence dans 5 minutes, » dit-il, la voix de nouveau sous contrôle. « Je vous suggère de vous préparer pour le dîner de gala de ce soir. Carla a prévu une robe appropriée. » Et ainsi le moment passa, la connexion fut rompue. Mais en sortant du bureau, Irène savait que quelque chose de fondamental avait changé. Antoine pouvait essayer de cacher ses secrets derrière des murs de glace, mais elle avait vu les fissures, et maintenant, plus que jamais, elle était déterminée à découvrir la vérité sur Hélène Vasseur, non seulement par curiosité, mais parce qu'elle commençait à soupçonner que les fantômes qui hantaient Antoine pourraient éventuellement la hanter aussi. Dans sa chambre, en se préparant pour l'événement du soir, Irène prit une décision. Si Antoine ne voulait pas parler volontairement, elle trouverait d'autres moyens de découvrir la vérité. Illit. Carnet dans la bibliothèque ne serait qu'un début. Il y avait d'autres endroits où chercher, d'autres personnes à interroger. Car maintenant, pour la première fois depuis qu'elle avait signé ce contrat, Irène réalisait qu'elle ne jouait pas seulement un rôle dans la vie soigneusement orchestrée d'Antoine Chevalier. Elle devenait, d'une manière inexplicable, partie d'une histoire plus grande. Une histoire qui avait commencé bien avant son arrivée et qui, peut-être, dépendait d'elle pour trouver une fin différente de celle à laquelle elle semblait destinée. Contrat de glace. Du chapitre 5. L'éveil. Le matin suivant, le dîner de gala apporta une nouvelle réalité à Irène. Alors qu'elle observait Lyon se réveiller lentement par la large fenêtre de sa chambre, elle réalisa que quelque chose avait changé en elle. Elle n'était plus seulement la femme qui avait accepté un contrat pour sauver son frère. Elle était quelqu'un qui, même à 62 ans, redécouvrait des parties d'elle-même qu'elle croyait oubliées. L'événement de la veille avait été révélateur à plusieurs égards. Quand ils arrivèrent dans le somptueux salon de l'hôtel 5 étoiles, où se tenait l'événement caritatif pour les enfants atteints de cancer, Irène remarqua les regards curieux qu'elle et Antoine attiraient. Ce n'était pas seulement la différence d'âge ou le fait d'un mariage récent. Il y avait autre chose, une attente, comme si tout le monde attendait de voir comment elle se comporterait. La robe choisie par Carla était un modèle élégant, dans les tons de bleu marine avec des détails argentés, approprié pour une femme de son âge, mais avec une touche de sophistication qui la faisait se sentir presque belle. Antoine, comme toujours, était impeccable dans son costume sur mesure, gardant une main formellement posée dans le dos d'Irène, tout en la guidant à travers le salon. Pendant le cocktail d'ouverture, Irène observa Antoine se transformer en l'hôte parfait, souriant, charmant, complètement différent de l'homme contrôlé et froid qu'elle connaissait dans l'intimité de leur appartement. C'était comme regarder un acteur talentueux incarner un personnage, chaque geste et expression méticuleusement calculés pour un effet spécifique. « Antoine est un maître pour impressionner », commenta une voix féminine à côté d'elle, alors qu'elle se retrouvait brièvement seule,
pendant qu'il discutait avec quelques sponsors de l'événement. Irène se tourna pour trouver une femme élégante d'une 50aine d'années, les cheveux grisonnants coupés en un carré moderne et des yeux perspicaces qui semblaient de voir au-delà des apparences. « Marlène Garnier », se présenta la femme en tendant la main. « Mon défunt mari était cofondateur du groupe Chevalier avec le père d'Antoine. »« Irène Lambert Chevalier », répondit-elle, acceptant la poignée de main ferme. « C'est un plaisir de vous rencontrer. Je dois dire que j'étais curieuse de rencontrer la femme qui a réussi ce que beaucoup considéraient comme impossible, épouser Antoine Chevalier après l'incident. » Le choix délibéré du mot fit qu'Irène serra légèrement la coupe de champagne qu'elle tenait. « L'incident » Marlène sourit, mais ses yeux restèrent sérieux. « Oh, j'imaginais qu'il vous avait raconté. Après tout, vous êtes mariés. » Elle fit une pause significative. « Bien que, d'après ce que j'ai entendu, ce soit un arrangement assez inhabituel. » Irène garda une expression neutre, bien que son cœur se soit accéléré. « Les gens aiment spéculer sur des choses qu'ils ne comprennent pas, » répondit-elle diplomatiquement. « Certainement. » Marlène but une gorgée de sa boisson. « Mais certaines spéculations sont basées sur la réalité. J'ai connu Hélène, vous savez. Une jeune femme charmante, brillante. Nous imaginions tous qu'elle serait le salut. D'Antoine, qu'elle apporterait enfin un peu d'humanité à sa vie méthodique. Et puis, pouf, disparut comme de la fumée, ne laissant que des questions. » Avant qu'Irène ne puisse répondre, Antoine se matérialisa à ses côtés, plaçant un bras possessif autour de sa taille. Un autre geste pour le public, mais chargé d'une tension qu'elle seule pouvait sentir. « Marlène », salua-t-il avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je vois que vous avez rencontré mon épouse. » Nous avions une conversation fascinante sur les engagements matrimoniaux, répondit Marlène avec une douceur venimeuse. « Votre épouse est charmante, Antoine. J'espère que vous saurez l'apprécier cette fois-ci. » Le corps d'Antoine se raidit presque imperceptiblement. « Si vous nous excusez, dit-il, le ton poli masquant à peine l'ordre implicite, nous devons saluer les organisateurs. » Alors qu'il s'éloignait, Irène sentit les doigts d'Antoine presser sa taille plus fort que nécessaire. « Vous ne devriez pas écouter Marlène, » murmura-t-il. « Elle a toujours eu un plaisir pervers à créer des intrigues. »« Et vous avez toujours eu un talent spécial pour éviter les vérités qui dérangent, » rétorqua Irène à voix basse, se surprenant elle-même par son audace. Antoine lui lança un regard rapide, un mélange de surprise et de quelque chose qui pourrait être une admiration réticente. « Ce n'est ni le moment ni l'endroit, » fut tout ce qu'il dit, avant de sourire largement à un couple qui s'approchait, reprenant instantanément son masque d'hôte parfait. Le dîner se déroula sans incident, et bientôt arriva le moment des discours. Plusieurs chefs d'entreprise et célébrités locales montèrent sur scène pour parler de l'importance de la cause et annoncer leurs dons. Quand ce fut le tour d'Antoine, il fit un discours impeccable sur la responsabilité sociale des entreprises, l'engagement envers la communauté et l'importance d'investir dans l'avenir des enfants. Ce fut pendant qu'il parlait, l'observant depuis sa table, que quelque chose se brisa en Irène. Ces mots sonnaient creux, répétés, dépourvus d'émotions réelles, et soudain, sans le prévoir, elle se retrouva debout. « Excusez-moi », murmura-t-elle aux autres occupants de la table, se dirigeant vers la scène. Antoine terminait son discours quand il la vit s'approcher. Un éclair de confusion traversa son visage, rapidement remplacé par un sourire forcé, alors qu'elle montait les marches pour le rejoindre. « Mon épouse semble avoir quelque chose à ajouter, » dit-il au micro, une tension presque imperceptible dans sa voix. Irène sourit à l'auditoire, ressentant un calme étrange, malgré les regards surpris. « Bonsoir à tous, » commença-t-elle, la voix ferme et claire. « Je ne prévoyais pas de parler ce soir, mais en entendant tant de discours sur la charité et la compassion, j'ai senti que je devais partager quelque chose de personnel. » Du coin de l'œil, elle vit Antoine se redresser, les mains discrètement serrées en poing. « Beaucoup ici ne me connaissent que comme la nouvelle Madame Chevalier, mais j'ai été Irène Lambert bien plus longtemps. J'ai grandi à Megève, fille d'un menuisier et d'une couturière, dans une maison simple, où nous avons appris la valeur du travail acharné et de la dignité. Mon frère Sébastien et moi n'avons pas eu beaucoup de privilèges matériels, mais nous avons eu quelque chose de tout aussi précieux, des gens qui se souciaient sincèrement de nous. » Un calme progressif s'installa dans la salle,
pendant qu'elle parlait. Actuellement, mon frère se bat pour sa vie dans un hôpital, victime d'un grave accident. Et c'est en connaissant de près le désespoir de voir quelqu'un que l'on aime souffrir sans pouvoir l'aider que je crois que des initiatives comme celle-ci sont si importantes. Parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas les montants des dons qui comptent, mais les vies qu'ils transforment. Elle fit une pause, regardant directement l'auditoire. Ces dernières semaines, j'ai rencontré beaucoup d'entre vous, des gens privilégiés, influents, puissants. Mais le vrai pouvoir ne réside pas dans les zéros de vos comptes en banque. Il réside dans la capacité d'utiliser vos ressources pour faire une différence dans la vie de ceux qui en ont besoin, non seulement avec de l'argent, mais avec une empathie sincère et des actions concrètes. Comme disait ma mère qui cousait pour subvenir aux besoins de la famille, le tissu le plus précieux est celui qui unit les gens. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Certaines personnes applaudirent spontanément. Irène remarqua que même Marlène Garnier l'observait avec un nouveau respect dans son regard. Alors, au nom de tous les enfants qui bénéficieront de cette soirée, et au nom de mon frère, qui m'a appris le sens de la persévérance, merci. Non seulement pour vos dons, mais pour votre temps, et pour avoir ouvert vos cœurs. Quand elle termina, la salle entière éclata en applaudissements. Les gens se levèrent, certains visiblement émus. Antoine, à ses côtés, gardait son sourire professionnel, mais ses yeux transmettaient un autre message, une fureur glaciale qui promettait des conséquences. Le chemin du retour se fit dans un silence de mort. Ce n'est que lorsque l'ascenseur privé les emmena au Penthouse qu'Antoine parla enfin. « Qu'est-ce que vous croyiez faire ?» Sa voix était basse, contrôlée, mais chargée de colère contenue. « Parlez avec le cœur », répondit simplement Irène. « Quelque chose que vous devriez essayer un jour. » Ce n'est pas ce que nous avions convenu. Vous avez complètement ignoré le protocole, exposé des détails personnels inutiles, transformé un événement d'entreprise en un mélodrame télévisé. Les gens ont semblé apprécier, observa-t-elle étonnamment calme face à son indignation. Plusieurs sont venus me féliciter après, y compris des gens que vous essayez d'impressionner depuis des mois. Le président de la Chambre de commerce a dit que mon discours était le clou de la soirée. Cela sembla le déconcerter brièvement, mais il retrouva rapidement son sang-froid. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de notre contrat, des règles que nous avons établies. Votre contrat, vos règles. Irène se dirigea vers le salon, retirant les boucles d'oreilles coûteuses que Carla avait sélectionnées pour elle. Vous savez quel est votre problème, Antoine. Vous êtes tellement obsédé par le contrôle que vous avez oublié de vivre. Vous transformez tout, même les actes de charité, en transactions commerciales soigneusement calculées. Il la suivit, l'expression se durcissant. « Vous ne comprenez pas, ma position exige... » « Votre position exige que... Vous soyez un robot ?» Elle l'interrompit, se tournant pour lui faire face. « Ou est-ce juste une excuse commode pour ne pas affronter vos propres sentiments, pour ne pas admettre que vous cachez quelque chose à propos d'Hélène, quelque chose qui vous terrifie ?» La mention du nom fut comme un coup physique. Antoine recula d'un pas, le visage soudainement pâle. « Vous avez franchi une ligne, dit-il, la voix dangereusement basse. « Non, Antoine, la ligne était déjà là. Je l'ai juste rendue visible. » Irène s'approcha de lui sans crainte. « Pourquoi Hélène? A-t-elle disparu? Pourquoi essayez-vous de cacher toute mention d'elle? Que s'est-il passé de si terrible que vous ayez besoin de l'enterrer sous des couches et des couches de contrôle? » « Assez !» L'explosion fut si inattendue que tous deux parurent choqués. Antoine élevait rarement la voix. « Vous ne savez rien. Vous n'avez aucune idée. Vous ne pouvez pas imaginer. » Et puis, à la surprise totale d'Irène, sa voix se brisa. Pendant un instant fugace, elle vit ce que personne d'autre ne voyait. L'homme derrière le masque, vulnérable, blessé, effrayé. Instinctivement, elle tendit, la main touchant son bras. « Alors racontez-moi, Antoine, que s'est-il passé ?» Il regarda sa main comme si c'était quelque chose d'étrange, puis son visage. Pendant un moment, il sembla qu'il pourrait réellement s'ouvrir. Mais alors, comme une porte se fermant, son expression se durcit à nouveau. « Notre contrat était une erreur, » dit-il froidement, s'éloignant de son contact. « Vous n'êtes clairement pas capable de suivre des règles de base ou de respecter des limites. Peut-être devrions-nous reconsidérer l'accord. » Le cœur d'Irène s'accéléra d'alarme. Sébastien avait encore besoin de soins médicaux. Les dettes existaient toujours. « Vous ne feriez pas ça ?»«
Non? Sa voix était glaciale. Je tiens ma parole quand l'autre partie tient la sienne. Vous avez enfreint nos règles à plusieurs reprises. Parce que vos règles sont inhumaines. Elle sentit des larmes de frustration se former, mais refusa de les laisser couler. Vous voulez une poupée, pas une épouse. Quelqu'un que vous pouvez contrôler complètement, qui ne vous défie jamais ni ne vous questionne. Je veux de l'ordre, de la stabilité. Sa voix s'éleva de nouveau. Est-ce si difficile à comprendre? Non, ça ne l'est pas. Irène parla plus doucement maintenant, voyant au-delà de sa colère. Ce qui est difficile à comprendre, c'est pourquoi vous en avez tant besoin. De quoi avez-vous peur s'il vous arrivait de lâcher les rênes? Ne serait-ce qu'un instant? Qu'est-il arrivé, Antoine, pour que vous vous transformiez en cette forteresse? Il se retourna brusquement, lui tournant le dos, mais pas avant qu'elle ne voie quelque chose dans ses yeux, une douleur si profonde qu'elle en fut effrayée. Cette conversation est terminée. Bonne nuit, Madame Lambert. L'utilisation délibérée de son nom de jeune fille était une déclaration claire, un retrait derrière ses remparts de formalité. Sans un autre mot, il monta dans sa chambre, la laissant seule dans le salon immense et impersonnel. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Irène pleura pour la première fois depuis son arrivée dans cette maison de glace. Non par peur de ce qu'Antoine pourrait faire, non par la menace de rompre le contrat, mais par une tristesse plus profonde en réalisant la prison dans laquelle il vivait, une prison de sa propre création, avec des murs si solides que même lui ne pouvait s'en échapper. Et c'est à ce moment, entre des larmes silencieuses, qu'une idée commença à se former. Si Antoine ne pouvait ou ne voulait pas parler de son passé, peut-être y avait-il d'autres moyens de découvrir la vérité. Et peut-être, juste peut-être, cette vérité était-elle la clé pour le libérer, et elle-même. Le lendemain matin, à la surprise d'Irène, Carla apparut dans sa chambre avec un message d'Antoine. Il serait en voyage pour quelques jours et espérait qu'elle reconsidérerait son comportement pendant son absence. Au lieu de se sentir réprimée, Irène y vit une opportunité. Avec Antoine hors de la ville, elle aurait la chance d'enquêter plus librement, et son premier pas serait de retrouver Juliette Dubois. La directrice financière parut intriguée quand Irène appela pour demander une autre rencontre, mais accepta promptement. Cette fois, elles suggérèrent un endroit encore plus discret, un café reculé dans le quartier de la Croix-Rousse, fréquenté principalement par des étudiants et des artistes locaux. « Je dois admettre que je suis curieuse », dit Juliette quand elles se retrouvèrent, surtout après le discours au dîner de gala. « Vous êtes en train de devenir la sensation de Lyon, vous savez, l'épouse qui a humanisé le robot chevalier. » Irène sourit sans humour. « À peine. En fait, il est furieux contre moi. » J'imaginais bien. Juliette se pencha sur la table. « Que puis-je faire pour vous, Irène? Je suppose que vous ne m'avez pas appelé ici juste pour bavarder sur les événements sociaux. Je veux en savoir plus sur Hélène Vasseur. » L'expression de Juliette devint instantanément sérieuse. « Pourquoi cette obsession pour elle? Ce n'est pas une obsession, c'est un instinct de survie. » Irène hésita avant de continuer. « J'ai trouvé un carnet d'Antoine, avec des notes sur Hélène, y compris une phrase troublante. « Si je disparais, ce n'était pas un accident. » Juliette pâlit visiblement. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Alors c'était vrai. Quoi? Il y a eu des rumeurs à l'époque où Hélène a disparu, qu'elle craignait pour sa sécurité, qu'elle avait confié à des amis, qu'elle se sentait surveillée, contrôlée. Mais personne n'a pris ça au sérieux parce que, c'est d'Antoine Chevalier qu'on parle, l'un des hommes d'affaires les plus respectés du Sud-Est, philanthrope, mécène de nobles causes. Irène sentit un frisson. « Vous pensez qu'il... » »« Non, » interrompit rapidement Juliette. « Comme je l'ai dit avant, je ne crois pas qu'Antoine soit capable de violence physique. Mais de contrôle psychologique, de manipulation, ça, oui. Regardez ce qu'il a fait avec vous. Un contrat de mariage avec des clauses qui régissent même comment vous devez vous habiller et parler. » C'était vrai, et pourtant, Irène ne parvenait pas à concilier l'homme contrôlant mais fondamentalement peu sûr de lui qu'elle entrevoyait, parfois avec quelqu'un capable de causer un préjudice délibéré. « Je dois découvrir ce qui s'est passé, » dit-elle finalement. « Pas seulement par curiosité, mais parce que je sens que c'est au cœur de tout, de pourquoi il est comme ça, de ce qu'il attend de ce contrat avec moi. » « Et comment comptez-vous faire ça? »
Antoine a enterré toute information sur Hélène aussi profondément que possible. Irène prit une profonde inspiration. « Je vais avoir besoin de votre aide. » Juliette haussa les sourcils, intriguée. « Mon aide? Comment exactement? » « Vous avez accès aux archives de l'entreprise, n'est-ce pas? Hélène y travaillait? » « Oui, au service juridique. » Juliette sembla comprendre où Irène voulait en venir. « Vous voulez que je cherche dans les archives? » « N'importe quoi. Anciennes adresses, contacts d'urgence, archives d'email, n'importe quelle piste qui pourrait me mener à quelqu'un qui la connaissait bien. » Juliette réfléchit un instant, tambourinant des doigts sur la table. « C'est risqué, dit-elle finalement, si Antoine découvre. Il est déjà furieux contre moi de toute façon, répondit Irène avec un petit sourire. De plus, nous ne sommes pas obligés de le lui dire. À sa surprise, Juliette rit. Vous savez, quand je vous ai vu avec lui à cette première réception, j'ai pensé, pauvre dame, elle ne sait pas où elle met les pieds. Clairement, je vous ai sous-estimé. La plupart des gens font cette erreur, répondit simplement Irène. Alors, vous allez m'aider? Juliette hocha lentement la tête. Je vais voir ce que je peux trouver. Mais soyez prudente, Irène. Antoine n'est pas quelqu'un qui accepte bien d'être défié, et vous entrez en territoire dangereux. J'y suis déjà, répondit Irène, pensant au discours de la veille, à la fureur glaciale dans les yeux d'Antoine. La différence, c'est que maintenant, je choisis mon propre chemin à travers. Contrat de glace. Dar. Chapitre 6. La confrontation. Les 3 jours qui suivirent le départ d'Antoine se transformèrent en une période de libération pour Irène. Sans son regard vigilant, sans la présence constante de Carla pour surveiller ses pas, elle redécouvrit une sensation qu'elle avait presque oubliée, l'autonomie. L'après-midi du 2e jour, alors que Martine était occupée avec les livreurs dans la cuisine, Irène retourna à la bibliothèque. Le cœur battant, elle retira de nouveau les livres qui cachèrent le carnet d'Antoine. Cette fois, elle prit des photos de plusieurs pages avec le téléphone qu'elle avait acheté en secret, un modèle simple, prépayé, dont Antoine ignorait l'existence. Les notes étaient confuses, fragmentées, souvent incohérentes. Des dates, des lieux, des noms barrés. Le mot « domaine » apparaissait fréquemment, parfois accompagné de coordonnées. Et cette phrase troublante dans sa clarté, « Si je disparais, ce n'était pas un accident ». Sur l'une des dernières pages, une note attira son attention. HV. Vieux dossier père. Coffre. Serait-ce une référence à un document sur Hélène conservé dans le coffre-fort d'Antoine? Irène connaissait l'existence du coffre. Il était dissimulé derrière un tableau dans son bureau, mais elle n'y aurait jamais accès. Le matin du 3e jour, elle reçut un message de Juliette. « J'ai trouvé quelque chose. On peut se voir ?» Cette fois, la rencontre eut lieu dans l'appartement de Juliette, un confortable 4 pièces dans le quartier de la Presqu'île. L'endroit était étonnamment accueillant, avec des murs colorés et des étagères pleines de livres, très différents de la froideur calculée du penthouse d'Antoine. « Ça n'a pas été facile, » expliqua Juliette en servant le thé. Antoine a pratiquement effacé Hélène des registres officiels de l'entreprise, mais il a oublié les anciennes sauvegardes du service des ressources humaines. Elle ouvrit un dossier sur son ordinateur portable et tourna l'écran vers Irène. Hélène Vasseur, 32 ans à l'époque où elle travaillait avec nous. Diplômée en droit de l'université Jean Moulin avec un master à Paris. Elle est entrée dans l'entreprise comme assistante juridique et est rapidement devenue l'une des avocates les plus prometteuses. Elle a rencontré Antoine lors de la négociation d'une fusion complexe où elle a fait preuve d'un brio exceptionnel. Ils ont commencé à se fréquenter discrètement, se sont fiancés 6 mois plus tard. Irène observa la photo d'Hélène, une belle femme, aux cheveux sombres et aux yeux intelligents, avec un sourire qui semblait illuminer son visage. Elle était jeune, oui, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui suggérait la détermination, la force intérieure. Que lui est-il arrivé? Juliette soupira profondément. Officiellement, comme je l'ai dit avant, elle a reçu une offre irrésistible à Londres et est partie soudainement. Mais elle fit une pause, comme si elle réfléchissait jusqu'où elle devait aller. J'ai trouvé une personne qui pourrait peut-être vous donner plus d'informations. Quelqu'un qui était proche d'Hélène. Qui? Anne-Lucie Fournier, ancienne secrétaire d'Hélène au service juridique. Elle a été licenciée peu après la disparition d'Hélène, prétendument pour des raisons budgétaires.
mais les rumeurs ont toujours circulé qu'Anne savait plus qu'elle n'aurait dû. Avez-vous réussi à la contacter? Mieux que ça, Juliette sourit légèrement. Je vous ai arrangé un rendez-vous cet après-midi. Irène sentit une vague de gratitude. Merci, Juliette. Cela signifie beaucoup. Ne me remerciez pas encore. Nous nous aventurons en eau trouble. Juliette hésita. Je dois vous demander, Irène, pourquoi est-ce si important pour vous? Pourquoi prendre de tels risques pour une femme que vous n'avez même pas connue? C'était une question juste, une question qu'Irène s'était posée ces derniers jours. Au début, c'était de la curiosité, peut-être de l'autoprotection. Je voulais comprendre dans quel genre de situation je m'étais mise. Mais maintenant, elle chercha les mots justes. C'est plus que ça. Quand je vois Antoine, je vois un homme emprisonné dans une prison qu'il a lui-même construite. Et quelque chose me dit que la clé de cette prison se trouve dans ce qui est arrivé à Hélène. Juliette l'étudia un long moment. « Vous tenez à lui, dit-elle finalement, non comme une question, mais comme une constatation. » Irène ne répondit pas immédiatement. Tenait-elle à lui? Cet homme froid et contrôlant qui l'avait acheté comme une marchandise, avait-il réussi d'une manière ou d'une autre à susciter autre chose que du ressentiment? « Je tiens à la vérité, » répondit-elle enfin, « et à la justice, quoi que cela signifie dans cette situation. » Anne-Lucie Fournier vivait dans un petit appartement à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon. C'était une femme d'âge mûr aux yeux méfiants qui examinèrent longuement Irène avant de l'inviter à entrer. « Juliette m'a dit qui vous êtes, » dit Anne, après avoir servi le café. « La nouvelle épouse d'Antoine Chevalier. Je ne sais pas si je dois vous féliciter ou vous présenter mes condoléances. » Irène sourit tristement. « Probablement les deux. Pourquoi êtes-vous ici? Qu'espérez-vous découvrir? La vérité sur Hélène Vasseur, ce qui lui est vraiment arrivé. » Anne l'étudia attentivement, comme pour évaluer sa sincérité. « Pourquoi vous souciez-vous d'une femme qui a disparu avant même que vous ne connaissiez Antoine? Parce que je pense qu'elle a laissé quelque chose derrière elle, quelque chose qui continue d'affecter Antoine, et maintenant, par extension, m'affecte aussi. » Anne hocha lentement la tête, semblant prendre une décision. Hélène était mon amie, pas seulement ma patronne, brillante, passionnée par ce qu'elle faisait, et au début passionnée par Antoine aussi. Elle fit une pause. Mais les choses ont vite changé après les fiançailles. Antoine a commencé à la contrôler, ce qu'elle portait, avec qui elle parlait, même ses horaires de travail. Il a installé un logiciel sur son téléphone pour sa sécurité, mais en réalité, c'était pour la surveiller. « Ça me semble familier, » murmura Irène. Au début, Hélène a essayé de rationaliser son comportement. Elle disait qu'il avait des problèmes de confiance à cause de son père, qui avait été trahi plusieurs fois, qu'il s'améliorerait avec le temps. Anne secoua la tête. Mais il ne s'est pas amélioré. Il a empiré. Surtout après qu'elle a trouvé quelque chose dans les anciennes archives de l'entreprise, quelque chose lié au père d'Antoine. Irène se souvint de la note dans le carnet. HV, vieux dossier père, coffre. Qu'a-t-elle trouvé? Elle ne m'a pas donné de détails. Elle a juste dit que c'était grave et qu'elle devait confronter Antoine à ce sujet. Anne but une gorgée de café. La semaine suivante, elle a commencé à agir bizarrement, presque paranoïaque. Elle disait avoir l'impression d'être suivie. Une fois, je l'ai trouvée en larmes dans les toilettes de l'entreprise. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, elle a juste dit « Si un jour je disparais, ne croyez pas la version officielle. » Un frisson parcourut Irène. Et puis elle a disparu. Oui, un jour, elle n'est tout simplement pas venue au travail. Antoine a annoncé qu'elle avait accepté un emploi à Londres, que leur relation s'était terminée à l'amiable. Mais je savais que c'était un mensonge. Hélène ne serait jamais partie sans dire au revoir, sans emporter ses affaires personnelles. Anne se pencha en avant. J'ai essayé d'enquêter par moi-même. J'ai appelé sa famille à Paris, qui semblait étrangement croire à l'histoire officielle. J'ai vérifié les registres d'embarquement. Aucun vol pour Londres à son nom. C'est là que j'ai commencé à vraiment m'inquiéter. Que s'est-il passé ensuite? J'ai été licencié. Anne sourit sans humour. Réduction budgétaire, ont-ils dit. Mais avant, Antoine m'a convoqué dans son bureau. Je n'oublierai jamais son regard. Froid, calculateur. Iliti a dit qu'il appréciait ma loyauté envers Hélène, mais que je devais accepter qu'elle était passée à autre chose, que ce serait plus sain pour tout le monde
si je faisais de même. Ça sonne comme une menace voilée. C'est exactement ce que j'ai pensé. C'est pourquoi j'ai arrêté de poser des questions publiquement. Mais je n'ai jamais cessé de chercher, discrètement. Et vous avez découvert quelque chose? Anne se leva, se dirigea vers un tiroir et en sortit une petite clé USB. Hélène était intelligente. Elle savait qu'elle était en danger, alors elle a laissé des indices, des petites miettes de pain que seule une personne qui la connaissait bien remarquerait. Elle tendit la clé USB à Irène. J'ai réussi à récupérer quelques emails qu'elle avait envoyés à un compte alternatif qu'elle maintenait, y compris un avec des coordonnées pour un endroit appelé le domaine de l'Horizon, une propriété rurale qui appartenait au père d'Antoine, maintenant abandonnée. Irène sentit son cœur s'accélérer. Domaine, le mot qui apparaissait à plusieurs reprises dans le carnet d'Antoine. Vous pensez qu'elle est là? Qu'Antoine... Non, interrompit fermement Anne. Je ne crois pas qu'Antoine l'ait blessé physiquement. Il est contrôlant, manipulateur, même cruel émotionnellement, mais pas un assassin. Je crois qu'Hélène a découvert quelque chose de si grave sur la famille Chevalier qu'elle a dû fuir et se cacher. Et elle a laissé des indices au cas où quelqu'un comme vous finirait par la chercher. Comme moi? Pourquoi quelqu'un me chercherait? Parce que vous n'êtes pas la première, Irène. Après Hélène, il y en a eu une autre, une veuve avec un fils malade, un mariage contractuel qui s'est terminé brusquement quand elle a commencé à poser trop de questions. Anne serra la clé USB dans la main d'Irène. Et maintenant, vous, je pense qu'Hélène savait qu'Antoine essaierait de la remplacer, de contrôler d'autres femmes comme il a essayé de la contrôler. Et elle a laissé un chemin pour que quelqu'un découvre finalement la vérité. Irène sentit le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Que dois-je faire avec ça? J'irai au domaine. C'est à environ 2 heures de Lyon, dans la région des Alpes. Les coordonnées sont dans le fichier principal. Anne hésita. Mais soyez prudente. Si Antoine découvre, il est déjà furieux contre moi pour d'autres raisons, répondit Irène avec un petit sourire. Une de plus ne fera pas de différence. Sur le chemin du retour au penthouse, Irène se sentait à la fois pleine d'énergie et appréhensive. Elle avait enfin des pistes concrètes, un chemin à suivre, mais elle comprenait aussi les risques encourus. Si Antoine découvrait qu'elle enquêtait sur Hélène, il pourrait mettre fin au contrat immédiatement, laissant Sébastien sans traitement. En arrivant, elle fut accueillie par une Carla, visiblement agitée. « Où étiez-vous » demanda l'assistante, le ton accusateur. « Monsieur Chevalier essaie de vous contacter depuis des heures. »« J'étais en visite chez mon frère à l'hôpital, » mentit calmement Irène. « J'ai oublié mon téléphone ici. » Carla ne semblait pas convaincue, mais continua. « Monsieur Chevalier rentrera ce soir, plus tôt que prévu. Il a demandé que vous vous prépariez pour un dîner à 20 heures. C'est important. » Quelque chose dans l'hésitation de Carla alerta Irène. « Important, comment ?»« Il ne m'appartient pas de discuter des affaires de Monsieur Chevalier. » Carla se redressa. « Soyez simplement prête. » En se préparant pour le dîner, Irène ne pouvait chasser le sentiment que quelque chose de significatif était sur le point de se produire. Elle choisit une robe simple mais élégante d'un ton bleu pétrole, l'une des rares pièces de la garde-robe fournie par Antoine qu'elle aimait vraiment. Elle attacha ses cheveux en un chignon bas et appliqua un maquillage léger. Si ce devait être une nuit de confrontation, elle l'affronterait avec dignité. Antoine arriva ponctuellement à 19h30. Irène l'entendit converser brièvement avec Carla dans le hall avant de se diriger directement vers son bureau sans la chercher. Typique, pensa-t-elle. À 20 heures précises, ils se retrouvèrent dans la salle à manger formelle. Antoine paraissait plus fatigué que d'habitude, de petites rides de tension autour des yeux, mais impeccablement vêtu comme toujours. « Bonsoir Irène », la salua-t-il, la surprenant en utilisant son prénom après la distance des jours précédents. « Bonsoir Antoine. Comment s'est passé votre voyage ?»« Productif. » Il lui fit signe de s'asseoir, ce qu'elle fit. « J'ai eu le temps de réfléchir à notre situation. » Quelque chose dans la façon dont il prononça « situation » fit qu'Irène se redressa, se préparant. « Et vous êtes arrivé à une conclusion. » Antoine fit un signe de tête à Martine, qui commença à servir l'entrée. Une soupe d'asperges qu'Irène apprécierait normalement, mais qui semblait maintenant n'être qu'un obstacle entre elle et ce qu'Antoine prévoyait de dire. « Oui. » Il attendit que la gouvernante se retire pour continuer.
Notre arrangement ne fonctionne pas comme prévu. Vous défiez constamment les règles établies, vous cherchez des informations qui ont été explicitement déclarées hors limite, et vous avez créé une persona publique qui n'était pas celle que nous avions convenue. Irène garda une expression neutre, bien que son cœur se soit accéléré. Je respecte les clauses essentielles du contrat. J'apparais là où je dois apparaître, je dis ce qu'on attend de moi en public. Je maintiens la discrétion sur la nature de notre accord. Mais pas de la manière que j'avais spécifiée. Antoine but une gorgée de vin, l'observant par-dessus le bord de son verre. Votre discours à l'événement caritatif était inattendu. Il était sincère, corrigea Irène. Quelque chose que vous devriez peut-être essayer de temps en temps. Au lieu de s'irriter de la provocation, Antoine l'a surpris avec un léger sourire. C'est précisément à cause de cette franchise que je reconsidère notre situation. Voilà. Le moment qu'Irène redoutait, la rupture du contrat, la fin du traitement de Sébastien, le retour à la dette et à l'incertitude. Vous allez annuler le contrat. Ce n'était pas une question. Non. La réponse l'a pris complètement au dépourvu. Je vais le modifier. Le modifier comment? Antoine posa soigneusement ses couverts à côté de son assiette, un geste méticuleux qu'elle reconnaissait maintenant comme le signe qu'il organisait ses pensées. Pendant mon absence, j'ai reçu plusieurs appels, du président de la Chambre de commerce, de 2 sénateurs, même du préfet, tous louant mon épouse charmante et authentique. Il y avait une note presque ironique dans sa voix. Apparemment, votre discours a impressionné des gens que j'essaie d'influencer depuis des années. Irène ne put retenir un petit sourire. Vous me dites que mon insubordination a été en fait bonne pour les affaires? Je dis que votre authenticité a de la valeur. Une valeur que je n'avais pas anticipée lorsque j'ai élaboré notre contrat original. Pendant un moment, Irène ne sut que répondre. Ce n'était pas la conversation qu'elle s'attendait à avoir. Alors, que proposez-vous? Un nouvel accord. Antoine se pencha en arrière sur sa chaise. Un accord qui vous donnerait plus de liberté sur certains aspects, moins de règles sur votre apparence, vos paroles en public, votre comportement général. En échange, j'attends plus d'apparitions publiques à mes côtés, en particulier lors d'événements d'entreprise et politiques. Irène plissa les yeux méfiante. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé à part quelques appels élogieux? Antoine l'étudia un long moment avant de répondre. Peut-être ai-je sous-estimé vos capacités. Vous avez transformé ce qui devait être une position décorative en quelque chose avec une réelle influence. Et je serais stupide de ne pas en profiter. C'était une reconnaissance étonnamment honnête, peut-être la plus sincère qu'il ait jamais eue avec elle. Et qu'en est-il de votre territoire privé, de vos secrets, d'Hélène? Le changement fut instantané. Le visage d'Antoine se ferma complètement, ses yeux redevenant distants. Cela reste hors limite, non négociable. Même si ces secrets affectent notre présent, même s'ils sont la raison pour laquelle vous vous êtes transformé en cet homme de glace qui a besoin de contrats pour entrer en relation avec les gens? Antoine se leva brusquement, jetant sa serviette sur la table. Je vois que c'était une erreur de penser que nous pouvions renégocier civilement. Vous ne comprenez manifestement pas les limites. Et vous ne comprenez pas que vous ne pouvez pas compartimenter la vie comme vous le faites avec vos affaires. Irène se leva également, lui faisant face. Votre passé, vos secrets, quoi qu'il soit arrivé à Hélène, tout est lié au présent, à l'homme que vous êtes devenu. Pendant un moment, il sembla qu'il allait simplement partir, mettre fin à la conversation comme il le faisait toujours lorsqu'il était sous pression. Au lieu de cela, à sa surprise, il s'approcha, s'arrêtant à quelques centimètres d'elle. « Que voulez-vous savoir exactement, Irène? Que pensez-vous découvrir ?» Il y avait quelque chose de presque vulnérable dans sa voix maintenant, une fissure dans l'armure parfaite. « La vérité, » répondit-elle simplement. « Sur vous, sur Hélène, sur ce qui s'est passé de si terrible que vous ayez eu besoin de l'enterrer si profondément. Pourquoi? En quoi cela affecte-t-il notre accord? Parce que je ne peux plus prétendre que c'est juste un accord. » Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. Parce que, d'une manière inexplicable, j'ai commencé à me soucier de l'homme derrière le contrat. L'aveu flotta entre eux inattendu, trop honnête pour être ignoré. Antoine recula légèrement, comme si ces mots avaient un poids physique. « Vous ne me connaissez pas, dit-il.
la voix presque un murmure. « Vous ne savez pas de quoi je suis capable. Alors montrez-moi, racontez-moi. » Pendant un long moment, ils se regardèrent simplement. Irène pouvait voir la bataille intérieure dans ses yeux, le désir de maintenir ses murs érigés contre quelque chose de plus profond, de plus humain. « Hélène est vivante, » dit-il finalement, les mots sortant comme si chacun coûtait un effort physique. « Elle s'est enfuie, de moi, de ce qu'elle a découvert sur ma famille. » Le cœur d'Irène s'accéléra. Qu'a-t-elle découvert? Antoine ferma brièvement les yeux comme pour rassembler ses forces. Mon père n'était pas l'homme respectable que tout le monde pensait. Il y avait des irrégularités dans les premières années de l'entreprise, de l'argent de sources douteuses, des gens qui ont été lésés. Il prit une profonde inspiration. Hélène a trouvé des documents, des preuves que mon père avait bâti son empire initial avec des méthodes qui frôlaient l'illégalité. Quand elle m'a confronté, je n'ai pas bien réagi. Vous l'avez menacé? Non, le déni fut véhément. J'ai essayé d'expliquer, de justifier. J'ai dit que c'était le passé, que j'avais transformé l'entreprise en quelque chose de légitime, de respectable. Mais elle était avocate, elle comprenait les implications légales. Elle a dit qu'elle devait réfléchir, qu'elle ne pouvait pas simplement ignorer ce qu'elle avait découvert. Et puis, elle a disparu. Antoine hocha lentement la tête. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre. Elle disait simplement « Je ne peux pas vivre avec ça ni vous dénoncer. C'est la seule solution. Ne me cherchez pas. » Vous, qui avez cru? Je voulais y croire. C'était plus facile que d'affronter l'alternative, qu'elle m'avait quitté parce qu'elle avait découvert qui j'étais vraiment, qui ma famille était vraiment. La vulnérabilité dans sa voix était palpable maintenant. Irène s'approcha instinctivement, touchant son bras. « Mais vous n'avez pas simplement accepté. » « Non, j'ai essayé de la retrouver. J'ai engagé des enquêteurs. J'ai cherché pendant des mois. Rien. » Il passa la main dans ses cheveux, un geste inhabituellement désordonné pour lui. Finalement, j'ai dû accepter qu'elle avait choisi de disparaître, qu'elle préférait littéralement effacer son existence plutôt que de rester avec moi. Et le domaine? Les coordonnées dans votre carnet? Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent de choc. « Comment avez-vous… » Il recula d'un pas. « Vous avez lu mon carnet personnel? Vous avez envahi ma vie privée à ce point ?» Irène resta ferme. « Oui, parce que je savais que vous ne me le diriez jamais volontairement, et parce que j'avais besoin de comprendre l'homme avec qui j'avais un contrat. » Elle s'attendait à de la colère, une explosion, peut-être même des menaces. Au lieu de cela, Antoine parut simplement vaincu. Le domaine était un endroit spécial pour nous, où nous prévoyions de construire une maison, loin de la ville, les coordonnées. Je continuais d'y retourner, espérant trouver une piste, un signe d'elle. L'aveu flotta dans l'air entre eux, chargé de douleur et de regret. Irène réalisa qu'elle voyait pour la première fois le véritable Antoine Chevalier, non pas l'homme d'affaires calculateur, non pas le mari contractuel, mais l'homme blessé qui avait perdu quelqu'un qu'il aimait et ne s'en était jamais complètement remis. « Vous l'aimez encore », dit-elle doucement, non comme une accusation, mais comme une constatation. Antoine ne répondit pas directement, mais son silence fut une réponse suffisante. « C'est pour ça que vous avez créé ces contrats? Pour avoir l'apparence d'une relation sans le risque d'un autre abandon? » « J'ai créé des règles, dit-il finalement, parce que les règles sont sûres, claires. Quand tout est défini dans un contrat, il n'y a pas de place pour les interprétations ou les déceptions. Ou pour les sentiments réels, compléta Irène. Exactement. Ils restèrent silencieux un long moment, l'air entre eux chargé, de révélations et de vérités longtemps cachées. Finalement, Antoine reprit la parole. « Que comptez-vous faire de ces informations ?» Irène hésita. Devait-elle lui parler d'Anne-Lucie, de la clé USB, de la possibilité qu'Hélène ait délibérément laissé des indices? Ou cela ne ferait-il que rouvrir des blessures qu'il essayait clairement de cicatriser? Avant qu'elle ne puisse décider, un son interrompit le moment, le téléphone d'Antoine sonnant avec insistance. Il répondit avec une irritation visible, mais son expression se transforma rapidement en choc. « Comment? Quand ?» Sa voix avait une urgence qu'Irène n'avait jamais entendue auparavant. « J'arrive. » Il raccrocha, la regardant avec une expression qu'elle ne put déchiffrer complètement, un mélange d'inquiétude, de soulagement
et de quelque chose qui pourrait être de la gratitude. Votre frère est sorti du coma. Contrat de glace, Vereux. Chapitre 7. L'éveil des âmes. La nouvelle frappa Irène comme une vague, la réchauffant, la noyant et la ravivant tout à la fois. Sébastien était sorti du coma. Sans hésitation, elle et Antoine se précipitèrent à l'hôpital, laissant la conversation inachevée et les révélations récentes momentanément en suspens. Pendant tout le trajet dans la luxueuse voiture qui serpentait à travers les rues nocturnes de Lyon, Irène resta silencieuse, l'esprit partagé entre la joie de la guérison de son frère et les aveux qu'Antoine venait de faire. Hélène était vivante. Elle s'était enfuie délibérément. Et Antoine, derrière toute son apparence contrôlée, n'était qu'un homme essayant de se protéger de la douleur d'un autre abandon. Quand ils arrivèrent à l'hôpital de la Croix-Rousse, le docteur Paul Mercier les attendait, son visage affichant la fatigue typique d'un médecin à la fin d'un long service, mais aussi l'éclat d'une nouvelle positive. « Madame Chevalier », salua-t-il, encore peu habitué au nouveau nom de famille d'Irène. « Monsieur Chevalier, le réveil de Monsieur Lambert a été inattendu, mais extrêmement prometteur. Il est conscient, reconnaît les gens et son environnement, et a même réussi à prononcer quelques mots. « Puis-je le voir ?» demanda Irène, peinant à contenir son émotion. « Certainement. Il a demandé après vous. » Antoine, qui était resté légèrement en retrait, s'avança. « Vous devriez y aller seul, » dit-il, la surprenant. « C'est un moment important. » Il y avait quelque chose de nouveau dans son ton. Une considération sincère qui ne faisait pas partie de son répertoire habituel de gestes calculés. « Merci, » répondit-elle, touchant brièvement son bras avant de suivre le médecin dans le couloir. En entrant dans la chambre, Irène sentit les larmes lui monter aux yeux en voyant Sébastien, pâle, plus mince, mais les yeux ouverts et alertes, fixés sur elle. « Séma » murmura-t-il, utilisant son surnom d'enfance. « Combien de temps ?» Elle se précipita à ses côtés, serrant sa main entre les siennes. « 3 mois, Thio, 3 longs mois. » Alors qu'ils conversaient à voix basse, lui, posant des questions entrecoupées, elle répondant avec précaution, omettant les aspects les plus compliqués de sa situation actuelle, Irène ressentit un étrange sentiment d'irréalité. Comment expliquer à son frère que, pour le sauver, elle avait contracté un mariage arrangé avec l'un des hommes les plus puissants de la région? Après près d'1 heure, le médecin suggéra que Sébastien avait besoin de se reposer. Quand Irène sortit de la chambre, elle trouva Antoine non pas dans la salle d'attente, mais en conversation avec le docteur Mercier dans son bureau privé, dont les portes en verre dépolies ne laissaient voir que des silhouettes. Quand ils la remarquèrent, la conversation s'interrompit. Antoine sortit, son visage de nouveau composé dans son masque habituel de contrôle, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une nouvelle résolution, presque une sérénité qui n'était pas là auparavant. « Comment va votre frère ?» demanda-t-il, alors qu'ils se dirigèrent vers la sortie. « Conscient, il parle. Le médecin dit qu'il aura besoin de kinésithérapie intensive, mais les perspectives sont bonnes. » Antoine hocha la tête. « J'ai déjà pris les dispositions nécessaires. Les meilleurs spécialistes en rééducation neurologique seront à sa disposition. » Irène s'arrêta, se tournant pour lui faire face. « Même après tout ce qui s'est passé, ce que j'ai découvert, les règles que j'ai enfreintes, quelque chose de semblable à un sourire passa sur ses lèvres. « Un contrat est un contrat, Irène, et je tiens toujours ma part. » Ces mots qui auraient autrefois semblé froids et calculateurs portèrent maintenant une signification différente. Un honneur particulier, un code qu'il suivait rigoureusement. Peut-être la seule constante dans une vie marquée par des révélations douloureuses et des secrets enfouis. De retour au Penthouse, le silence entre eux avait acquis une qualité différente. Il n'était plus tendu ou chargé de non-dits, mais contemplatif, comme si tous deux réévaluaient tout ce qu'ils savaient l'un de l'autre. Ce fut Antoine qui rompit finalement le silence, une fois arrivé dans le salon. « Vous ne m'avez pas tout dit sur ce que vous avez découvert, » dit-il, non comme une accusation, mais comme une constatation. « À propos d'Hélène, il y a plus, n'est-ce pas ?» Irène n'hésita qu'un instant avant d'acquiescer. « Oui, j'ai parlé à Anne-Lucie Fournier, l'ancienne secrétaire d'Hélène. » Antoine se raidit, visiblement en entendant le nom. « Anne-Lucie, bien sûr. Elle n'a jamais cru à la version officielle. Elle m'a donné quelque chose. »
Irène sortit la clé USB de son sac. Des emails qu'Hélène a envoyés à un compte secret, y compris des coordonnées pour le domaine de l'horizon. Pendant un long moment, Antoine ne fit que regarder le petit objet dans sa main, comme s'il était à la fois précieux et dangereux. Vous pensez qu'elle a délibérément laissé des indices? Qu'elle voulait être retrouvée? Je pense qu'elle a laissé un chemin vers la vérité, répondit prudemment Irène. Et je crois que nous devons suivre ce chemin, Antoine, pas seulement pour Hélène ou pour vous, mais pour nous, pour tout avenir que nous pourrions avoir, quel qu'il soit. Nous? Le mot semblait étrange dans sa bouche, comme un concept nouveau et inexploré. Oui, nous, parce que vous l'admettiez ou non, nous ne sommes plus seulement les parties d'un contrat. Irène s'approcha, osant lui toucher le visage. Nous sommes deux personnes qui, d'une manière improbable, ont commencé à tenir l'une à l'autre. Il ne recula pas à son contact, comme il l'aurait fait des mois plus tôt. Au lieu de cela, ses yeux se fermèrent brièvement, comme s'il absorbait la sensation. « C'est dangereux, » murmura-t-il finalement. « De ressentir. »« C'est humain, » corrigea-t-elle doucement. « Et vous fuyez cela depuis trop longtemps. » Le lendemain matin, sous un ciel de printemps qui promettait chaleur et clarté, ils partirent en direction du domaine de l'horizon. Antoine insista pour conduire personnellement, congédiant son chauffeur habituel. La voiture suivait la route qui serpentait à travers les montagnes des Alpes, les emmenant de plus en plus loin de la civilisation urbaine de Lyon. « Hélène et moi avons découvert cet endroit par hasard », commenta Antoine, rompant un long silence. « Nous conduisions sans but un week-end, fuyant la ville. La propriété était abandonnée, elle appartenait à mon père, mais il ne la visitait jamais. Il y avait une vieille maison, simple, mais avec une vue incroyable sur une vallée. Vous prévoyez d'y vivre ? Éventuellement. Hélène rêvait de restaurer la maison, de créer un endroit rien qu'à nous, loin des pressions de l'entreprise, de la société. Sa voix avait une qualité lointaine, comme s'il se souvenait non seulement de faits, mais de sensations enfouies depuis longtemps. C'était le seul endroit où je me sentais libre. Irène absorba cet aveu en silence, en comprenant la profondeur. Pour un homme qui vivait selon des règles et un contrôle strict, le sentiment de liberté était probablement aussi rare que précieux. Après près de 2 heures de route, la route principale céda la place à un chemin de terre. Finalement, Antoine arrêta la voiture devant un portail en bois vieilli, presque couvert par la végétation. « C'est ici ?» dit-il, la voix tendue. Ils marchèrent en silence sur le sentier menant à la maison, une construction simple en pierre et en bois, clairement ancienne, mais dotée d'un charme rustique indéniable. La nature avait commencé à reprendre ses droits. Des lierres grimpaient sur les murs, de petites plantes poussaient entre les planches de la terrasse, et le jardin qui devait autrefois être bien entretenu était maintenant une extension de la forêt environnante. Antoine resta immobile quelques instants, observant simplement la maison, son visage un masque d'émotions contradictoires. « Je ne suis pas venu ici depuis plus d'1 an, admit-il. Après avoir cherché pendant des mois sans rien trouver, c'est devenu trop douloureux. » Irène regarda autour d'elle, essayant d'imaginer l'endroit tel qu'il aurait pu être, un refuge pour 2 amants, un symbole de rêve futur. « Les coordonnées qu'Hélène a envoyées sont spécifiques à cette maison ou à un point proche ?» Antoine sortit son téléphone, vérifiant le fichier qu'Irène avait partagé avec lui. « Pour un point à environ 100 mètres d'ici, dans cette direction. » Il désigna une zone boisée au-delà de la maison. Ils suivirent le sentier presque inexistant, s'éloignant de la construction. La forêt devenait plus dense, l'air plus frais à l'ombre des arbres. Finalement, Antoine s'arrêta. « Ça doit être ici. » Ils regardèrent autour d'eux, cherchant quelque chose qui pourrait être un indice, un repère, n'importe quoi laissé par Hélène. Il n'y avait rien d'évident, seulement des arbres, des buissons, le chant occasionnel d'un oiseau. « Que cherchons-nous exactement ?» demanda Irène, se sentant légèrement perdue. Antoine ne répondit pas immédiatement. Il semblait se souvenir de quelque chose, ses yeux parcourant l'environnement comme s'il cherchait une mémoire spécifique. « Il y avait un arbre, » dit-il finalement, « un tabébouilla jaune qu'Hélène adorait. Nous avions l'habitude de nous asseoir dessous les après-midi d'été. » Ils marchèrent encore quelques mètres, et il était là, un tabébouilla majestueux, encore sans fleurs à cette époque de l'année, mais imposant par sa taille et sa position, dominant une petite clairière. En s'approchant,
Antoine s'arrêta brusquement, son corps tendu comme une corde de violon, sur le point de se rompre. « Antoine ?» Irène suivit son regard. Sur le tronc de l'arbre, presque caché par la croissance de la mousse et des lichens, se trouvait une petite plaque de métal. Antoine s'approcha comme en transe, ses doigts traçant les mots gravés. « Pour assez, certains secrets sont des prisons que nous nous construisons. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, est le seul chemin vers la liberté. » Achevé. Un son étrange s'échappa de la gorge d'Antoine, quelque chose entre un soupir et un sanglot contenu. Irène se tint respectueusement à l'écart, lui permettant d'absorber le message privé. « Elle savait, » murmura-t-il finalement. « Elle savait que je viendrais ici un jour, que je ne pourrais pas rester loin pour toujours. Que pensez-vous ?»« Qu'elle voulait dire ?» demanda doucement Irène. « Que les secrets sont des prisons. » Antoine s'éloigna de l'arbre, faisant face à Irène avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, complètement ouverte, sans masque ni défense. « Les mêmes secrets que j'ai essayé de vous cacher. La vérité sur mon père, sur les débuts de l'entreprise. Mais aussi mes propres secrets. La peur d'être vulnérable, de perdre le contrôle, d'aimer sans garantie. » Il prit une profonde inspiration comme s'il se préparait à plonger dans des eaux inconnues. Quand Hélène a découvert la vérité, sur le passé de ma famille, ce n'est pas ça qui l'a éloigné. C'est ma réaction. Mon refus d'affronter cette vérité, de reconnaître les erreurs de mon père et d'aller de l'avant. Au lieu de cela, j'ai essayé de contrôler la situation, de la contrôler elle, de tout garder parfaitement ordonné et en place. Irène s'approcha, prenant ses mains entre les siennes, comme vous l'avez fait toute votre vie. Oui. Il hocha lentement la tête. Mon père était un homme versatile, imprévisible. Nous ne savions jamais quelle version de lui nous trouverions en rentrant. À la maison, l'homme d'affaires charmant ou le tyran domestique. J'ai appris très tôt que la seule façon de survivre était par le contrôle absolu de tout ce que je pouvais contrôler. Et Hélène a menacé ce contrôle. Pas seulement menacé, elle en a exposé l'illusion. Elle m'a montré que peu importe à quel point nous essayons de contrôler la vie, certaines vérités ne peuvent être contenues. Elles émergent, finalement. Irène regarda de nouveau la plaque, les mots simples mais profonds qui y étaient gravés. « Elle ne vous a pas abandonné par haine », observa Irène. « Elle vous a abandonné pour que vous puissiez finalement trouver votre propre chemin vers la vérité. » « Et pour sa propre protection », ajouta Antoine, la voix basse. « J'étais prêt à tout pour préserver l'héritage de ma famille, pour préserver la réputation du groupe chevalier. Absolument tout. » L'implication flotta entre eux, non dite mais clairement comprise. Pas de violence physique peut-être, mais il y a de nombreuses façons de réduire quelqu'un au silence. « Où est-elle maintenant » demanda Irène. « Je ne sais pas » admit Antoine. « Et peut-être que c'est mieux ainsi. Elle a fait son choix, s'est construit une nouvelle vie loin de moi, loin de tout ça. » Il fit un geste vague, comme pour englober non seulement le domaine, mais toute son existence antérieure. « Et vous ? Quel choix ferez-vous maintenant ?» La question flotta entre eux, chargée de possibilités et d'incertitudes. Antoine regarda autour de lui, la clairière, la maison au loin, Irène. « Je ne sais pas si j'ai encore le choix, » dit-il finalement. « J'ai construit toute une vie basée sur le contrôle et les apparences. Je ne sais pas si je peux simplement tout abandonner. » « Il ne s'agit pas d'abandonner, » corrigea gentiment Irène. « Il s'agit de transformer, d'utiliser le pouvoir et l'influence que vous avez pour quelque chose de mieux, de vous permettre d'être humain, avec tous les risques et incertitudes que cela implique. » Il l'étudia un long moment, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. « Comment faites-vous, Irène? Comment affrontez-vous la vie avec autant de courage, après tout ce que vous avez traversé ?» La question la prit par surprise. Personne ne l'avait jamais interrogée sur son courage, sur la façon dont elle survivait aux épreuves de la vie. « Un jour à la fois, » répondit-elle honnêtement, en acceptant que je ne peux pas tout contrôler, mais que je peux contrôler ma réaction, en trouvant de la beauté dans les petits moments, et surtout, en me permettant de ressentir la douleur, la joie, tout. Un son lointain interrompit la conversation, le téléphone d'Antoine sonnant avec insistance dans sa poche. Il l'ignora quelques secondes, gardant son regard fixé sur Irène, avant de finalement répondre. L'appel fut bref, mais le changement dans son expression fut remarquable.
Quand il raccrocha, il y avait un mélange de choc et de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir sur son visage. « Qu'y a-t-il » demanda Irène appréhensive. « Hélène » répondit-il, la voix presque un murmure. « Elle a contacté l'entreprise aujourd'hui. Elle a envoyé un email à Juliette. » Le cœur d'Irène s'accéléra. Que disait-il? Juste qu'elle va bien, qu'elle vit au Portugal, et que... Il hésita, comme si les mots étaient difficiles à prononcer. Qu'elle est prête à parler si je suis prêt à écouter. Et, vous l'êtes? Antoine regarda de nouveau la plaque sur l'arbre, puis Irène. Quelque chose semblait se décider en lui, comme de la glace cédant enfin aux premières chaleurs du printemps. Oui, dit-il finalement, je crois que je le suis. 3 semaines plus tard, la vie avait pris des rythmes complètement nouveaux. Sébastien avait progressé de manière remarquable dans sa convalescence, s'asseyant déjà seul et commençant à faire des pas avec un appui. L'histoire du mariage d'Irène avec Antoine lui avait été expliquée, pas tous les détails, mais assez pour qu'il comprenne la situation. À la surprise d'Irène, Sébastien ne montra ni horreur ni indignation face à l'arrangement, seulement une compréhension silencieuse du sacrifice que sa sœur avait fait pour lui et une curieuse acceptation d'Antoine, qui visitait l'hôpital régulièrement, non plus comme le mécène distant, mais comme quelqu'un de sincèrement intéressé par la guérison de son beau-frère. Au Penthouse, les changements étaient encore plus profonds. Les règles strictes qui avaient régi les premiers mois de leur cohabitation furent progressivement abandonnées. Irène choisissait maintenant ses propres vêtements, mangeait ce qu'elle désirait, sortait quand elle le voulait. Martine souriait occasionnellement, Carla semblait perpétuellement confuse par la nouvelle dynamique, et Antoine lui-même. Antoine changeait jour après jour, comme si des couches de glace fondaient pour révéler l'homme en dessous. Ce n'était pas une transformation complète ou immédiate. Il y avait encore des moments de rigidité, de contrôle excessif, de retrait émotionnel. Mais il y avait aussi de nouveaux moments de vulnérabilité, de rires inattendus, de contacts hésitants qui ne faisaient partie d'aucun contrat. Un après-midi, alors qu'Irène lisait dans la bibliothèque, devenue son endroit préféré dans la maison, Antoine entra, portant une liasse de documents. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, marquant la page de son livre. Il s'assit à côté d'elle, posant les papiers entre eux. « Notre contrat original, dit-il, la voix calme, et une nouvelle version. » Irène regarda les documents avec appréhension. « Une nouvelle version ? Les termes originaux expirent dans 18 mois, expliqua-t-il. J'ai pensé que peut-être nous pourrions négocier quelque chose de différent pour l'avenir. » Il y avait une hésitation dans sa voix, une vulnérabilité qui la toucha profondément. « Quel genre de termes avez-vous en tête » demanda-t-elle, gardant une voix neutre, bien que son cœur se soit accéléré. Antoine écarta les papiers et, dans un geste étonnamment spontané, prit ses mains entre les siennes. Des termes plus ouverts, sans clause sur la façon dont vous devez vous habiller, parler ou vous comporter, sans restriction sur qui vous pouvez voir ou où vous pouvez aller. Il fit une pause, ses yeux rencontrant les siens. Sans date d'expiration. L'implication de ces mots flotta entre eux, énorme et indéniable. « Antoine, commença prudemment Irène, vous me demandez de rester votre épouse. Volontairement ? Je vous demande de construire quelque chose de réel, répondit-il, la voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Quelque chose qui ne soit pas basé sur des contrats ou des obligations, mais sur un choix. Votre choix, cette fois. Irène sentit des larmes inattendues se former dans ses yeux. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Tout, répondit-il simplement. Vous avez tout changé, Irène. Vous m'avez montré qu'il y a de la force dans la vulnérabilité, qu'il y a de la liberté dans l'acceptation de la vérité, qu'il y a de la valeur à ressentir, même quand ça fait mal. Il prit une profonde inspiration avant de continuer. Je ne suis pas un homme facile. J'apprends encore, je fais encore des erreurs. Je lutte encore contre l'impulsion de tout contrôler autour de moi. Mais pour la première fois de ma vie, je veux être plus que cette version limitée de moi-même. Et d'une manière inexplicable, vous me faites croire que c'est possible. Irène étudia son visage, voyant la sincérité dans ses yeux, la vulnérabilité authentique dans son expression. Ce n'était pas l'Antoine Chevalier qui avait proposé un contrat froid dans un hôpital des mois plus tôt. C'était un homme en processus de transformation,
retrouvant son chemin vers l'humanité qu'il avait enterrée sous des couches de contrôle. « Et Hélène » demanda-t-elle, ayant besoin de savoir. « Avez-vous parlé ?»« Oui » confirma-t-il. « Par appel vidéo la semaine dernière. C'était difficile, douloureux, nécessaire. » Il fit une pause. « Elle va bien. Elle s'est construit une nouvelle vie. Elle ne reviendra pas, et je ne m'y attends pas. Mais nous avons trouvé une sorte de paix. Une conclusion. Et les secrets de votre famille? Les documents? Je m'en occupe, dit-il fermement. J'ai engagé une équipe juridique indépendante pour examiner tout l'historique de l'entreprise, identifier toutes les irrégularités passées et réparer les torts là où c'est possible. Ce ne sera ni facile ni rapide, mais c'est la bonne chose à faire. Irène sentit une vague de fierté pour lui, pour cet homme qui apprenait, à la dure, qu'affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle, valait mieux que de vivre dans une prison de secrets. « Et nous » demanda-t-elle finalement, la question qui flottait entre eux. « Que voulez-vous vraiment, Antoine? Sans contrat, sans clause, juste la vérité. » Il n'hésita qu'un instant avant de répondre, sa voix basse mais ferme. « Je veux la chance d'apprendre à vous aimer, Irène. Pas comme une acquisition, pas comme une épouse contractuelle, mais comme la femme extraordinaire que vous êtes. La femme qui a eu assez de courage pour défier mes règles, qui a vu au-delà de mes murs, qui m'a montré qu'il y a une vie au-delà du contrôle. » Les mots, si simples et directs, frappèrent Irène avec une force inattendue. Ce n'était pas une grande déclaration d'amour éternel, mais c'était quelque chose de peut-être plus précieux. Une promesse honnête, la reconnaissance d'un chemin qui devait encore être parcouru, mais qu'il était prêt à emprunter. « Et si je dis non ?» demanda-t-elle, le testant une dernière fois. « Si je décide qu'avec Sébastien en convalescence, je veux reprendre ma vie indépendante. »« Alors je respecterai votre décision, » répondit-il sans hésitation. « Je maintiendrai ma part de l'accord original. Le traitement de Sébastien, vos dettes, votre sécurité financière, sans condition. » La sincérité dans ses yeux était indéniable. Il n'y avait là aucune manipulation, aucune tentative de contrôle. Juste un homme offrant son cœur imparfait et espérant qu'il serait accepté. Irène se leva, se dirigeant vers la fenêtre qui donnait sur le Rhône. Le fleuve semblait différent maintenant, non plus une vue impressionnante depuis une prison dorée, mais un horizon de possibilités. Elle pensa à tout ce qu'elle avait vécu ces derniers mois, le désespoir initial, l'adaptation forcée, les petites rébellions, les découvertes surprenantes. Et elle pensa à Antoine, non seulement l'homme qu'elle avait connu au début, froid et contrôlant, mais l'homme qui émergeait maintenant. Un homme capable de changer, de grandir, d'affronter ses peurs les plus profondes. Quand elle se tourna vers lui, Irène avait déjà pris sa décision. « Je ne veux pas d'un nouveau contrat, » dit-elle fermement. Son visage se décomposa, une vulnérabilité brute momentanément exposée avant qu'il ne puisse la cacher. « Je comprends, » dit-il formellement, commençant déjà à se ressaisir. « Non, » l'interrompit Irène, s'approchant de nouveau. « Vous ne comprenez pas. Je ne veux pas de contrat parce que ce que j'offre ne peut être réduit à des clauses et des paragraphes. » Elle prit ses mains, les sentant trembler légèrement sous son contact. « J'offre un partenariat, un chemin que nous parcourons ensemble jour après jour, nous choisissant l'un l'autre, non pas parce qu'un papier nous y oblige, mais parce que nous le voulons. » La compréhension se dessina lentement sur le visage d'Antoine, comme le soleil se levant après une longue nuit. « Vous voulez dire... »« Je veux dire que je veux aussi la chance d'apprendre à vous aimer, Antoine Chevalier. L'homme réel, pas l'homme d'affaires, pas le mari contractuel. L'homme qui apprend à ressentir à nouveau, à faire confiance, à vivre au-delà des murs qu'il a construits. » Le sourire qui transforma alors son visage ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait vu auparavant. Ouvert, sincère, presque juvénile dans son espoir sans défense. Sans un mot, il l'attira à lui, l'étreignant non pas avec la précision calculée de ses gestes publics antérieurs, mais avec l'abandon de quelqu'un qui se permet enfin de ressentir pleinement. Quand ils s'écartèrent, Irène prit le contrat original sur la table et, dans un geste symbolique, le déchira en deux. « Plus de règles imposées, » déclara-t-elle, « seulement celles que nous créerons ensemble, basées sur le respect mutuel et le choix constant. » Plus de contrôle, acquiesça-t-il,
ajoutant son propre geste en déchirant à nouveau le document. « Et plus de secret, compléta Irène, le regardant dans les yeux. « Plus de secret, promit Antoine, sa voix ferme malgré l'émotion visible. À ce moment, en regardant les morceaux déchirés de ce qui avait été autrefois leur accord froid et calculateur, Irène comprit la vérité du message d'Hélène. Certains secrets étaient, en effet, des prisons que nous nous construisions. Et la vérité, aussi douloureuse fût-elle à affronter, était le seul chemin vers la liberté. Antoine et Irène avaient encore un long chemin à parcourir. Il y aurait des jours difficiles, des retours en arrière, des moments où de vieilles habitudes tenteraient de refaire surface. Mais il y avait maintenant quelque chose qui n'existait pas avant. Une fondation d'honnêteté, une volonté de grandir, et la compréhension partagée que la vraie valeur d'une relation ne résidait pas dans les garanties qu'elle offrait, mais dans la vulnérabilité qu'elle permettait. 2 mois plus tard, lors d'une cérémonie simple dans le jardin restauré du domaine de l'Horizon, Antoine et Irène renouvelèrent leurs vœux, cette fois sans contrat, sans avocat, seulement des amis proches, un Sébastien souriant dans son fauteuil roulant, et des promesses faites non pas sur le papier, mais dans le cœur. Et tandis que le soleil se couchait sur les montagnes des Alpes, illuminant le couple de teintes dorées de promesses, Irène pensa au voyage extraordinaire qui les avait menés jusqu'ici, un voyage qui avait commencé avec un contrat de glace, mais qui s'épanouissait maintenant en quelque chose de bien plus précieux et rare. Un amour librement choisi, jour après jour, sans autre garantie que la décision consciente de continuer, à se choisir l'un l'autre. Le geste qui avait un jour brisé le code de glace, sa main sur la sienne, non par séduction, mais par défi, s'était transformé en quelque chose de bien plus puissant, un symbole de connexion authentique, de barrières abattues, de cœur enfin libre de ressentir. Et à la fin, ils découvrirent ensemble que le véritable opposé du contrôle n'était pas le chaos, comme Antoine l'avait toujours craint, mais la confiance. La confiance de se permettre d'être vulnérable, d'accepter l'incertitude de la vie, et de reconnaître que l'amour réel ne pourrait jamais être contenu dans des clauses et des paragraphes, seulement vécu un jour à la fois, avec tout le courage qu'ils pouvaient rassembler.